Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Nous dressons comme il se doit le bilan de la première partie de saison milanaise avec les tops, les flops, les éventuels transferts, nos bons et nos mauvais points, le tout avec Nico, Roland et Aristide. Salut à vous. Salut. 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 Messieurs, première remarque, 4 mois, 2 entraîneurs, des sommes astronomiques dépensées pour si peu de résultats. Nico, on s'est appelé il y a quelques jours, je sais que tu es exaspéré comme nous tous, alors il est temps que tu démarres, je pense qu'on attend tous ton verdict. Qu'as-tu pensé de cette première partie de saison? Depuis la première phase de transition du Milan, qui était censée l'année où on a perdu nos sénateurs et le départ de Ibrahimovic avec Thiago Silva, donc c'était en 2012, on n'est toujours pas sorti donc de cette zone de transition. Et je pense que depuis 2012, Milan a connu dans son histoire de sales périodes, comme dans les années 90, 97, si je ne dis pas de bêtises, où le club avait fini dixième. Mais franchement, je pense qu'on est dans l'une des périodes les plus négatives de l'histoire du Milan. Enfin, moi, en tout cas, depuis que vraiment je peux le suivre depuis les années 2000. J'ai jamais vu un Milan aussi minable sur le terrain. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est à tous les niveaux que ça se casse la gueule, que ce soit au niveau de la dirigeance, au niveau de ce que font les joueurs, l'entraîneur. Et c'est tout sauf réjouissant pour la suite. Et je me demande réellement ce qu'on peut attendre de cette deuxième partie de saison. Pour moi, vraiment pas grand-chose. Et c'est ça qui fait peur. C'est le flou le plus total. Et il n'y a vraiment aucun espoir, ni une lumière qui peut te faire dire, bon, il y a quelque chose qui peut s'arranger. Voilà, tu l'as dit, 2 entraîneurs en l'espace de 4 mois, c'est très rare au Milan AC. Un rendez-vous complètement raté, comme si c'était déjà écrit avec Giampaolo, remplacé par Pioli, qui est on va dire, allez, un gars qu'on connaît en Italie, mais bon, tu sais que quand tu prends un gars comme Pioli, t'as pas non plus de grands espoirs de jeu ou de retrouver des sommets. Donc déjà, tu te fais une raison que la saison, on y fait un trait dessus. Et quand je te disais la dernière fois, le Milan, avec Giampaolo, avait une meilleure moyenne de points que celle avec Pioli. Donc ça prouve que déjà, le problème n'est pas l'entraîneur et certainement beaucoup plus les joueurs. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Alors Gianpaolo qui était présenté comme un dieu vivant hein, à l'intersaison. Moi, ce que je lisais sur les forums, c'était incroyable. C'était le nouveau Saki. Il allait redonner le sourire à ce Milan. À chaque fois, on nous survend des entraîneurs, certes, mais aussi des joueurs, parce qu'on va pas se mentir. Et on est d'accord. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, notamment sur ta dernière phrase, Nico. Le problème, je sais pas ce que t'en penses, Roland, hein, mais le problème vient avant tout de la faiblesse de notre effectif et de joueurs qu'on s'arrache à prix d'or et qui sur le terrain ne démontrent rien. Oui, disons que c'est une constante sur la dernière décennie, puisqu'en ce moment c'est la mode de parler de ce qui s'est passé sur la dernière décennie. C'est une constante dans la mesure où l'instabilité du club est en fait à tous les niveaux et à commencer par le terrain. On a des joueurs moyens depuis plusieurs saisons. On se dit que en changeant d'effectif tous les ans et en rempilant les joueurs qui s'avèrent être moyens, on va arriver à quelque chose d'autre. Et sauf que l'on voit ailleurs que des clubs sont plus intelligents que nous dans leur gestion, dans leur construction, dans leur raisonnement et dans leur schéma tactique classique, alors même que ce ne sont pas forcément des clubs avec des grands joueurs ou des joueurs très réputés dans leur effectif. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est dans un cercle vicieux duquel on ne sort pas et duquel on ne sortira peut-être pas. Je ne sais pas, j'ai pas envie d'être trop pessimiste dès le début de l'émission, mais voilà, on a des recrues tous les ans. Pendant un temps, on nous vendait l'absence de moyens financiers pour nous expliquer pour justifier le niveau moyen de l'équipe. Notamment la fin de l'ère Berlusconi où on disait voilà il n'y a pas d'argent, on peut pas acheter des joueurs et puis quand on achetait des joueurs c'était 8 millions posés sur José Sosa ou encore 12 millions, 13 millions pour faire revenir Matri. Maintenant il semblerait qu'il y ait moins de soucis d'argent, l'air de rien, même si on peut pas encore acheter des Neymar à 220 millions d'euros. Il n'y a pas trop de soucis de ce point de vue là puisqu'on arrive à sortir 35, 40 millions sur des joueurs mais qui en fait ne rendent pas au niveau auquel ils sont attendus ou au niveau auquel on nous les vend, auquel on les imagine. Et c'est une constante depuis plusieurs saisons, et je crois qu'on en avait déjà parlé dans différentes émissions par le passé, c'est que
Voilà, certes, on est le Milan, mais il faut se rendre compte de ce qu'on est devenu et il faut aussi savoir raison garder parfois et ne pas essayer de se convaincre, de se persuader que les joueurs qui signent chez nous sont forcément des joueurs formidables, notamment au regard du montant qui est dépensé sur eux. Donc voilà, en fait, ça va un peu dans tous les sens. C'est comme on dit depuis quelques temps, c'est une constante sur plusieurs saisons. Et en fait, on est dans un marasme régulier du fait que l'on change l'effectif de manière profonde tous les ans. Alors moi, j'aimerais bien pouvoir me débarrasser tous les ans des plus mauvais joueurs, mais c'est pas comme ça, on peut pas, c'est pas possible, parce que l'air de rien, même un joueur moyen, je pense que s'il est là plusieurs saisons avec une équipe qui se ressemble d'une saison à l'autre, ce sera toujours plus facile d'obtenir quelque chose sur le terrain, même si le joueur est moyen en tant que tel. Et nous, on fait dans le grand chambardement tous les ans, et voilà, bah, le résultat est le même tous les ans finalement. Oui, et puis alors Aristide, bien sûr, tu vas nous donner ton sentiment général sur cette première partie de saison, mais on avait posé la question au moment du changement d'entraîneur, parce qu'on avait fait une spéciale d'ailleurs qui avait fait un taux d'audience incroyable. On avait posé la question du choix des recruteurs de recruter plein de joueurs à 20, 25, 30 millions. Et j'avais suggéré qu'il eût été intéressant de recruter peut-être un peu moins de joueurs, un peu plus cher. C'est-à-dire que parfois vaut mieux 2 joueurs à 50 millions que 5 à 20 millions. Je sais pas ce que t'en penses, mais ce serait intéressant d'avoir ton sentiment là-dessus, puis bien sûr sur tout ce qui s'est passé depuis août, parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Le sentiment, bah, je te rejoins effectivement dans le fait où on a accumulé ces dernières saisons, et pas que cette année, mais aussi depuis 2017, un nombre incroyable de joueurs entre, disons, 15-20 et 35-40 millions. On a eu à chaque mercato beaucoup d'entrées. Il aurait été, comme tu le dis, intéressant d'avoir un peu plus de quantité dans les joueurs recrutés, et un peu plus de De qualité, qualité, je tu veux veux dire, dire. et un peu, voilà, c'est ça, un peu plus de qualité et un peu moins de quantité. Quand on fait le bilan aujourd'hui, statistiquement parlant, fin décembre, on est à 21 points pris en 17 matchs, donc une moyenne de un peu plus d'un but par un point par match. On a marqué 16 buts, on en a encaissé 24. Dans les 16 buts, il y a quand même 4 pénaltys. On a vraiment un bilan catastrophique. Pour moi, c'est l'année de transition. Bon, on l'avait déjà dit, mais pour moi, c'est l'année de transition de trop. Ça fait des années depuis le départ de Sénateur qu'on nous parle de transition, de reconstruction. Cette année, je pense que c'est celle de trop. Et pour une fois, on s'est tous rendu compte, que ce soit les supporters ou ici à Casa Milan, on s'est tous rendu compte. Alors, c'est venu un peu plus tard pour certains, mais que l'entraîneur n'était pas le problème. Que ce soit la succession alors avant, c'était Mihalovic, Sidorf, Inzaghi, plus récemment Gattuso, et puis l'arrivée de Giampaolo. Mais on s'est rendu compte que c'était pas uniquement et en grande partie une question d'entraîneur, mais surtout de qualité de joueur. Effectivement, Giampaolo est arrivé en grande trombe. On pensait beaucoup qu'il allait révolutionner le jeu du Milan. Je me rappelle de sa première conférence de presse qui répondait à celle de Conte, où Conte disait alors maintenant on baisse la tête et on joue et on travaille. Et Giampaolo avait répondu en disant bah non, nous on va lever la tête et on va jouer au football. Et voilà, on en avait fait beaucoup. On Giampaolo voit le avait été résultat, ouais. approuvé par Sacchi et on voit le résultat. Et Sacchi avait même parlé de Giampaolo en tant que nouveau Sarri, je me rappelle. Et puis finalement, là, on arrive. Giampaolo a fait un début de saison catastrophique. Il a été licencié. Pioli arrive, il reprend les morceaux d'une équipe fragile mentalement, pas prête physiquement. On arrive finalement avec un mercato qu'on jugeait pas mal fin août. Et quand on voit les Ouais. arrivées des joueurs, Rebic, Leao, et puis j'en passe, personne s'est imposé. On a quasiment le même 11 que l'année dernière. Donc c'est un bilan catastrophique. Et puis on n'a pas de, disons qu'on on, on n'a pas de capitaine dans le bateau et on sait pas comment ça va se terminer, mais on sait que ça peut se terminer que mal pour cette équipe jusqu'à la fin de la saison. Alors pour ma part, première constatation, on était meilleur avec Gattuso. Deuxième constatation, on était Oui. meilleur avant de dépenser plus de 100 000 euros en transfert l'été dernier. Et troisième constatation, je crois qu'on est nombreux à le remarquer, hein, on manque de cœur, de vaillance, d'ardeur et d'abnégation dans cette équipe. Qualité d'ailleurs qui s'ayait parfaitement à des joueurs comme Cutrone et Abate, hein, qui n'avaient pas coûté un centime au moment où on les a achetés. Au moment où ils sont venus, de toute façon ils ont été formés au club, donc c'est plus simple comme ça. Et donc c'est pour ça que j'essaie toujours de faire le rapport entre d'un côté ce qu'on dépense et de l'autre ce qu'on retrouve sur le terrain. Et finalement je m'aperçois que c'est souvent ceux qui coûtent le moins
moins chers, qui apportent le plus, en tout cas qui mettent le plus de cœur à l'ouvrage et qui ont tendance à se battre quelles que soient les circonstances. J'ai l'impression là qu'on a 11 divas sur le terrain qui baissent la tête pour le coup, parce qu'on était censé la lever selon Gianpaolo, mais là eux la baissent vraiment, sauf que c'est pas pour foncer dans l'adversaire, c'est pour regarder leurs pieds. Hein. Alors là il y a un problème de choix, il y a un problème en haut lieu, Nico. On va parler peut-être un petit peu de la direction quand même, parce que Maldini et Boban sont très critiqués, mais à juste titre. On pourrait parler de Gazidis également, et puis eh bien, du mode de fonctionnement du fonds Elliott qui ne cherche que la rentabilité et qui se fiche du sportif. Hein. Donc quand on est supporter et qu'on se déplace, pour toi notamment, hein, je parle pour toi, parce que tu m'as dit que tu allais encore y retourner en janvier, là dans quelques semaines, eh ben, comment on vit ça? C'est très franchement, ce que tu dis de savoir où est-ce qu'elle est l'erreur, ça reste quand même très compliqué. Quand tu parles de Boban et Maldini, qui pour moi à la base étaient en gros les meilleurs recrues cet été, on a eu les déceptions quand on a fait déjà l'émission après l'éviction de Gianpaolo, en disant que Maldini, on avait l'impression de s'être fait flouer comme Boban, parce que les deux étaient sur la même ligne et qui était à la base la ligne des supporters quand ils parlaient dans les médias, et maintenant qu'ils sont en manette, ils ont fait tout le contraire de ce qu'ils ont dit. Alors après, c'est facile de mettre aussi tout sur le fond Elliott, qui leur a quand même donné dès le début quand même les consignes que Leonardo avait préféré tout de suite dire moi c'est bon, je m'en vais. Gattuso aussi n'avait pas voulu, c'est pour ça aussi qu'il avait voulu démissionner, parce que pour lui la direction que voulait prendre Elliott ne lui convenait pas du tout. Bon, lui après ne rentrait déjà pas dans les plans, mais même s'il réfléchissait à l'idée de le garder, lui avait préféré tout de suite rendre les clés. Mais Maldini et Boban l'ont accepté. Aujourd'hui, dire, comme a dit Boban après la débâcle, c'est le seul qui a parlé après le 5-0, nous avons un effectif très jeune, mais c'est ce qu'a demandé le fonds Elliott. Enfin, je trouve que c'est déjà, voilà, on fuit les responsabilités. Et c'est le problème qu'il y a au Milan depuis je ne sais combien d'années. C'est la faute de personne, c'est pas la faute des joueurs, c'est pas la faute des entraîneurs qui sont mis là, qui sont à chaque fois des seconds, voire des troisièmes couteaux. Et c'est jamais la faute de la dirigeance. Et voilà, maintenant, le fonds Elliott n'est pas là pour 10 ans, ça on le sait. Le but, c'est de remettre les finances saines pour pouvoir revendre le Milan et essayer de faire une grosse plus-value pour eux. Club qu'ils ont déjà eu en gros, entre guillemets, pour une bouchée de pain, un club comme le Milan. Le problème qu'il y a, c'est que les bilans financiers qui sortent du Milan chaque année sont de pire en pire, les dettes s'accumulent. Pourtant, le club, on nous dit qu'on n'a pas d'argent, mais depuis l'arrivée des Chinois, c'est quasiment 400 millions d'euros qui ont été dépensés sur le mercato entre le fonds Elliott et les Chinois. Alors bien sûr, derrière, il y a eu des ventes aussi, hein, donc il faudra faire le bilan. Mais on n'a pas d'argent, mais on parle de recruter Ibrahimovic avec un salaire de 6 à 7 millions l'année. En fait, on ne sait même pas le vrai du faux, où est-ce qu'on va. Et c'est pour ça, je veux dire, le fonds Elliott, j'ai envie de lui taper dessus, mais bon, après, eux, ils sont là que depuis quelques mois. Hein. Et le problème du Milan, il date depuis 10 ans, au moins. Donc voilà, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Réellement, je ne sais pas trop quoi dire. Oui, c'est vrai, mais tu dis, on parle d'assainir les fonds, on parle d'assainir les bilans, etc. Mais c'est pas en dépensant autant d'argent, en plus en vendant aussi peu. Parce qu'on va pas se mentir, Roland, tu l'évoquais, hein, on a énormément de mal de toute façon à revendre nos bras cassés. Même si tu dis qu'il faut pas tous les revendre d'un seul coup, parce qu'on est tous d'accord sur le fait que renouveler, enfin essayer en tout cas, parce qu'on voit bien que c'est pas toujours ce qui se passe, mais essayer de renouveler 7 ou 8 joueurs de l'équipe type, c'est tout sauf productif. Ça là-dessus, je te suis totalement. Mais nos bras cassés, je sais pas, nos caissiers, nos Chalanolu, nos Souzo, hein, même si je le mets dans une catégorie à part, eh bien, pour les refourguer, c'est pas facile. Bon, alors quelle gestion? Quel est le problème de gestion? Où est le problème en réalité? Vient-il du recrutement? Vient-il de je sais pas moi, de la direction, du mode de fonctionnement de cet organisme-là qui nous gère depuis que les Chinois nous ont arnaqués? Parce que c'est très compliqué d'analyser ça. Il y a un mal-être, je crois qu'il y a un vrai souci psychologique, c'est-à-dire que des joueurs qui seraient peut-être bons ailleurs pour certains, pas tous, hein, mais pour certains en réalité sombrent à Milan, et même des joueurs comme Romagnoli qui était brillant pendant 3-4 ans là, baisse de rythme quoi. Hein. Donc comment vois-tu tout ça? Ça dépend, tu me donnes quelle date limite pour te rendre ma dissertation là, parce que je pense que Non, je sais que c'est vaste comme sujet. Ouais. je pense qu'une une émission ne suffira pas. Que dire, par où commencer? Euh, pour reprendre un peu ce que je disais au début, c'est un contexte global. En fait, il y a une forme de sinistrose ambiante qui est profonde, mais à tous les niveaux. Et
les changements de propriétaires depuis des années, ça n'aide en rien à avoir une continuité, une vision sportive ou même économique, tout simplement. J'ai même pas l'impression, en plus, si on s'intéresse aux sportifs, d'avoir une vraie politique de formation, comment dire, qui s'appuie sur un même système de jeu, par exemple, à tous les âges. Rien que ça, je suis même pas sûr de le voir actuellement au Milan. On avait fait l'erreur il y a quelques années de mettre Brocchi sur le banc pour remplacer Mihailovic pendant quelques matchs. Et finalement, Brocchi, il s'est cassé les dents là-dessus, bien sûr, et on l'a envoyé bouler, alors que finalement, c'était quand même le mec qui était un peu la pierre angulaire de notre système de formation au Milan et qui a permis de sortir des mecs comme Donnarumma, Coutron et ainsi de suite, même Locatelli, Calabria avant cette saison, qui était tout à fait honnête. Enfin, c'est à tous les niveaux, on n'a pas de vue sportive, pas de vue économique. À peine Elliott est devenu propriétaire que depuis quelque temps, on a des rumeurs qui ressortent de manière régulière sur le rachat du club par LVMH. Enfin, alors LVMH ou Bernard Arnault, je ne sais pas, mais on parle de ça alors que Elliott vient à peine d'être propriétaire, qui viennent de désigner une équipe dirigeante, enfin qui viennent d'être propriétaires il y a 1 an maintenant. On a cette ambiance-là autour de la direction. La direction sportive change maintenant, elle aussi, tous les ans, parce que tu changes d'entraîneur tous les ans. Leonardo est arrivé l'an passé avec Maldini. Finalement, Leonardo est parti. Maldini est parti, mais est en fait resté sur un autre poste. Boban arrive, on ne sait pas trop où. Il y a le directeur sportif dont j'oublie toujours le nom, qui semble être un pantin complet. Voilà, Massara, qui est arrivé de la Roma, je crois. On ne sait pas trop ce qu'il fait. On change, on dit à Maldini, tu as les clés du camion, voilà, tu choisis un entraîneur, il choisit Giampaolo. Bien ou mal, je ne sais pas, Giampaolo est viré au bout de 2 mois. On change l'effectif tous les ans. Enfin, j'ai l'impression que le Milan, c'est le cas pratique de tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu gères un club de foot ou même quand tu gères une entreprise, en fait. Tu n'as pas de base solide, tu n'as pas de visage fort, que ce soit dans la direction ou même sur le terrain ou sur le banc. Tu n'as pas de... En fait, on n'a pas d'ambition et ce n'est pas en passant notre temps à répéter qu'on est le Milan, qu'on a 120 ans d'existence, qu'on a gagné 7 Ligues des Champions, que Herbert Kilpin à son époque a choisi le rouge pour ceci et le noir pour cela. Bien sûr que le passé est important, bien sûr que les traditions sont importantes, surtout dans un club comme le nôtre. Mais à un moment donné, c'est pas ça qui va te faire gagner sur le terrain quand t'alignes Kessié, Souzo et Çalhanoğlu. Enfin, je cite eux parce que c'est mes 3 grands préférés entre guillemets, mais ça pourrait être plein d'autres. Calabria, Conti, enfin bref, vous les connaissez aussi bien que moi. Oui, on se les farcit tous les week-ends, merci. Ouais. Le 5-0, là, c'est vraiment le couronnement, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Avant les vacances de Noël, je crois que franchement, c'est un film. C'est la claque de Noël. 10 ans, et là, vous prenez la claque, le 5-0, et bonnes vacances contre Bergame. Mais là, en plus, les supporters de Bergame, avec la rivalité, mais ça va être un cauchemar pendant quelques saisons. Ils vont nous le ressortir tout le temps, comme nous, on ressort ce 6-0 à l'Inter en continu chaque année. Mais oui. Ça va rester dans l'histoire. Face à l'attente à Bergame, ce match-là, pour moi, c'est un passage de témoin. Vraiment, je l'ai vécu comme ça. On disait toujours qu'il y avait les 3 grandes équipes du Nord, et puis potentiellement une Roma, un Napoli, une Lazio, quelque chose comme ça en plus, pour faire une sorte de top 4, top 5. Mais pour moi, ce match-là, c'est le symbole qu'on est absolument plus enfin ça fait quelques temps maintenant, mais là pour moi c'est vraiment un symbole. On est plus dans ce classement-là du top 5 du Haut d'Italie, et c'est un passage de témoin où on laisse notre place à l'Atalanta, qui est un club qui en dehors de la rivalité qui peut exister avec le Milan bien sûr, mais qui a de la programmation, des idées, ce genre de choses. Et en fait on dit souvent maintenant que le Milan joue comme une provinciale, comme ils disent en Italie, une équipe de
de seconde zone, quoi, une équipe provinciale par rapport aux capitales entre guillemets du Nord. Et pour moi, maintenant, on est une équipe comme ça. Et l'Atalanta qui a un budget très sensiblement inférieur au nôtre, bien sûr. Ah oui, mais bien sûr. Voilà, pour moi, ce match-là, ce 5-0, c'est un passage de témoin et ça entérine notre relégation au second rang du football italien et même européen depuis longtemps maintenant. Voilà, ouvrons les yeux, c'est fini tout ça. Et attention, la relégation n'est pas à exclure. C'est-à-dire qu'on dit on va jouer le ventre mou, etc. Mais il y a quelques semaines, on était, je crois, à 3 ou 4 points du premier relégable. Donc tout est possible dans les années à venir. Ça se dégrade d'année en année. Donc moi, je sais pas ce qui va se passer l'année prochaine et ainsi de suite. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est de pire en pire, Aristipe. On est tombé bien bas. Sera-t-il possible de rebondir avec ses dirigeants, avec ses joueurs? J'en doute. Tu as la lourde tâche de clore ce débat, puisqu'on va passer au top et au flop dans quelques instants. Donc je suis obligé de te demander ton sentiment sur tout ce qui vient d'être dit, puis si tu as une idée miraculeuse éventuellement pour aider notre club à relever la tête. Pour tout ce qui vient d'être dit, d'une part, je vais reprendre un peu ce que disent Roland et Nico, à juste titre, le système est gangréné. L'équipe de Milan est gangrénée dans le sens où depuis 2017 on a accumulé les rachats de direction, les achats de joueurs et les ventes. Donc en 2017 on a eu au 2016-2017 on a eu la vente de Berlusconi au fond chinois avec l'arrivée d'une quinzaine de nouveaux joueurs, quasiment tous titulaires. Ensuite, Elliott est arrivé, on a eu tous ces problèmes avec l'UEFA, etc. Et pourtant, malgré tous ces changements, ces achats de joueurs en quantité et ces ventes, on a toujours le même objectif, du moins dit à la presse et dit aux supporters, c'est-à-dire objectif Champions League, on est le Milan. Et comme l'a dit justement Roland, à juste titre, c'est une entreprise, le Milan, et une entreprise ne peut pas se permettre de faire autant de changements en interne, en externe, et avoir des problèmes, on va dire, judiciaires, et se permettre d'avoir des objectifs, d'être toujours dans le top du marché. C'est impossible. Donc, pourtant, le discours reste le même, on a un objectif de Champions League, alors que c'est pas possible pour une entreprise comme le Milan d'avoir ces objectifs-là, compte tenu du niveau de la Serie A qui aujourd'hui, même s'il est moindre que les années précédentes, c'est pas la Ligue 1, c'est pas comme Marseille qui peut se permettre d'avoir des joueurs très moyens, une direction moyenne et être second et se qualifier pour la Champions League, même s'ils le sont pas encore. Mais en Serie A, ceci n'est pas possible, d'autant plus avec des joueurs dont l'âge moyen est le plus faible de Serie A, on ne peut pas viser cet objectif. Donc c'est tout le système qui est gangréné. Le discours reste le même, tout le monde se voile la face, et la seule solution possible aujourd'hui, si on parle de solution du coup dans un second point, j'en vois pas 100 000. Pour moi, ce serait déjà de boycotter cette année, et puisqu'on n'est plus capable de recruter entre 20 et 40 millions d'euros des bons joueurs, alors misons sur le centre de formation, misons sur les jeunes, misons sur les équipes jeunes milanaises, les U15, le U17, etc. Formons des jeunes italiens ou étrangers, mais on va dire que puisqu'on est en Italie, puisqu'on est le Milan, des jeunes Italiens avec un esprit d'A Milan, si on peut encore s'exprimer ainsi, si ce terme a encore une vraie signification. Donc formons des hommes avant de former des joueurs, repartons sur des jeunes entourés toujours de joueurs d'expérience, quelques-uns il en faut toujours, mais repartons comme si nous ne partons, ce qui est le cas aujourd'hui, de rien, et reconstruisons comme cela. Alors tu sais, tout ce que tu dis là, c'est ce que je dis dans l'émission depuis des années. Avant d'y participer, tu l'écoutais. Tu sais bien que le coup de la jeunesse, du centre de formation, etc., moi ça me plaît, je ne réclame que ça. D'autant que je disais que les meilleurs, rappelez-vous, nos tops, en 2018, c'était Donnarumma, Romagnoli et Cutrone. Bon, donc on peut pas dire que la jeunesse italienne était faible, ça fonctionnait bien au Milan, il n'y a pas de problème. Mais regarde où on a envoyé Bellanova, regarde où on a envoyé Cutrone, regarde où est Plizzari. Bon, on n'en prend pas le chemin. Donc il y a du coup, je crois que la Primavera actuelle n'est pas très bonne non plus. Alors il y a le jeune Maldini qui est pas mauvais paraît-il, mais je crois que ça a été plus ou moins laissé à l'abandon, donc je suis pas sûr que ça fasse partie des projets d'Elliott, et malheureusement on peut souhaiter nous ça bien évidemment, ce serait formidable, mais j'ai pas du tout le sentiment que ce soit la voie choisie par la dirigeance actuelle. Nous verrons, on va passer bien évidemment au top. La Primavera, me dit Roland, a été reléguée en D2, donc voilà, c'est bien parti. Ah bah, quand on s'en occupe pas. Après, je crois qu'elle est première de sa poule en deuxième division. Ah bah ils vont peut-être remonter. Bon bah écoute. C'est déjà ça. Quand même. On peut toujours espérer. Bon, messieurs, passons au conseil de classe en démarrant par les quelques bons élèves. Si vous en avez trouvé 3, je vous félicite. Nico, c'est à toi. Alors, comme tu dis, quelques bons élèves, et malheureusement, c'est comme
Et à l'époque, moi, j'avais l'habitude d'avoir ça sur mes bulletins. Ça veut dire que quand même, il y avait toujours un bémol à côté par le prof qui me mettait, quand il me mettait une bonne appréciation. C'était jamais nickel. T'avais des bonnes Alors, notes? numéro 3, ça dépend. Ça a commencé à vraiment vriller vers la 5e, 4e. Ça a été compliqué après. Révélation, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Nico est en train de nous dévoiler ses bulletins scolaires. Ça, je veux dire que ça fait un petit moment que tu participes à l'émission, on l'attendait tous. Donc, alors en numéro 3, Bonaventura. Le gars sur qui, personnellement, je n'attendais rien du tout cette saison, vu qu'il revenait d'une très longue blessure. Et il s'affirme de nouveau comme un titulaire avant la fin de cette année civile. Et il a mis quelques buts importants, je crois qu'il en a déjà à 3. Dont un contre le Napoli, qui a nous rapporté un point, lors de la victoire contre Bologne. Et surtout, une mentalité qui manque cruellement à ce Milan. Ça veut dire un gars qui lâche rien. Voilà, bon, après, on a vu quand même qu'il est pas encore à 100%. C'est normal après une aussi grosse blessure, mais c'est incroyable que ce gars-là, qui arrive sur la trentaine et qui a été absent des terrains aussi longtemps, avec toutes les recrues qu'a fait le Milan, qu'au final, on compte encore sur lui, alors qu'au contraire, il aurait dû vraiment cravacher pour prendre sa place, mais c'est tellement une évidence vu le niveau des autres qu'il doit être titulaire. Et puis t'as vu comme il célèbre ses buts, ça fait plaisir aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on voit enfin un mec content d'être au club. On sent qu'il aime ce club, hein, c'est vrai que c'est ce qui fait plaisir. Il doit se mettre autour de la table, apparemment il serait ok pour renouveler avec le Milan, donc maintenant on va alors se mettre à table aussi avec Raiola. Mais bon, en général, quand même avec Raiola, quand les joueurs veulent vraiment rester, à l'époque à Baté, tout ça, il n'y a jamais eu de problème pour renouveler les contrats, donc je me fais pas de soucis pour le renouvellement de Jack Bonaventura. En 2, Donnarumma, qui déjà à Bergame a été le seul qui a tenu à peu près la route, et encore il en a pris 5 pour un gardien de but. Je le mets en numéro 2 parce que malgré tout, je pense qu'il nous a évité de grosses déculottées, par exemple à Rome, où il nous a sorti de sacrées parades. On perd 2-1, mais ça aurait pu en faire 4 ou 5 aussi. Mais j'ai pas de souvenir de match où il nous a vraiment sauvé la baraque. Il nous a fait gagner des points surtout. Il nous a peut-être évité des fois des défaites un peu plus grosses, qui fait qu'on a perdu seulement par un but ou 2. Mais c'est pour ça que je le mets en numéro 2. Donc voilà. Et il est sorti très affecté après il était en larmes apparemment après le 5-0. Donc mine de rien, ça prouve que ça le touche un petit peu ce qui se passe au Milan. Tu crois qu'il s'est mis à aimer le club subitement? Mais je pense en fait qu'à la base il l'aimait bien. Je pense qu'il s'est fait aussi surtout et pourtant j'en veux encore aujourd'hui. Hein. Il s'est fait bouffer la tête par son agent. C'était ma thèse à l'époque, hein, si tu te rappelles bien. Pendant les émissions, je disais méfiez-vous, il est très jeune, il est possible qu'il soit fait embobiner par ce qui lui sert d'agent. Voilà, mais bon, après, il l'a gardé quand même, donc bon, je me fais pas trop de soucis. Certainement, ouais, ça a pris des proportions beaucoup plus grosses, il s'est fait dépasser. Je pense qu'il aime ce club. Maintenant, je pense aussi que c'est certainement sa dernière année chez nous. Bon, après, un gardien de but, je reste à dire que quand tu joues tu joues ce qu'on joue, ça veut dire le ventre mou. Un gardien de but, ça se remplace. Voilà, il y a Apizari qui est chez les jeunes, qui a tant que ça. Au pire, même il y a Reina, ça peut faire l'intermédiaire. La suite, c'est toujours plus compliqué selon moi de remplacer un mec qui marque 25-30 buts dans une saison. Bon, ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas eu. Mais bon, voilà. Faut se préparer. Je pense les gars, il reste 5 mois avec Donnarumma. Et le premier, Théo Hernandez. Voilà, notre attaquant numéro 1 dans notre équipe, meilleur buteur de l'équipe. C'est assez incroyable de dire un truc pareil. Mais je ne vois que lui à mettre parce qu'en fait, je n'attendais vraiment rien du tout de ce type. Et mine de rien, il m'a assez surpris. Et vu qu'offensivement, dans le jeu, il faut savoir quand même que donc Milan, cette année, c'est 15 ou 16 buts, dont 4 pénaltys et un but contre leur camp, dans des équipes adverses. Ça a été tellement minable, je crois que ça fait longtemps qu'on a vu aussi peu de choses sur le terrain. Et pourtant, on en a bouffé des saisons de merde. Que voir ce joueur quand même tout donner, se dépouiller sur le terrain, toujours essayer d'apporter des buts importants contre Bologne, contre Parme, contre le Genoa, c'est lui qui est un grand acteur de la victoire. Mine de rien, il nous a rapporté des points. Et pourtant, voilà, je garde de lui que ses actions offensives et son apport offensif qui est assez important. Parce que défensivement, il y a eu aussi, par exemple, ce match à Bologne où il met un but contre son camp, il provoque un penalty.
il y a des moments où, même à Naples, il fait un match très moyennasse défensivement. Je reste à penser qu'il a de très grosses lacunes défensives qui comblent par un très gros apport offensif. Mais voilà, sur ce coup-là, avec lui, je vais voir plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et dans ce Milan qui est 11e du championnat, voilà, j'ai pas lui taper dessus pour les erreurs défensives. On n'est pas non plus 11e à cause de Théo Hernandez. Je pense que s'il y en avait 6 ou 7 dans l'équipe qui avaient la même mentalité que lui ou Bonaventura, je pense qu'on serait un peu plus haut dans le classement. Donc voilà, j'attendais pas grand-chose. Il m'a agréablement quand même surpris. Et franchement, on l'a senti quand même dimanche qu'il n'était pas sur le terrain. Ah ouais, Nico, t'as pas de problème. Juste pour finir, dimanche, je reste persuadé qu'avec un Théo Hernandez, on finit peut-être le match à 10. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, le joueur disjoncte et pète un genou pour calmer un peu tout le monde aussi. Mais ça aurait fait du bien aussi de voir des mecs un peu conquérants. Il me fait penser, dans la mentalité, je préférais le joueur que je vais citer, mais par exemple, un De Jong qu'on a eu, ça veut dire qu'il avait des lacunes, mais toujours un véritable guerrier sur le terrain, et ça fait plaisir de voir des mecs qui lâchent rien, au moins les voir se battre sur le terrain. Oui, t'aurais pu parler d'Abaté, c'était la même chose. Mais effectivement, cela dit, moi je pense que, si vous voulez, ça peut surprendre de le voir premier. C'est-à-dire que qu'il soit dans le top, à la limite, voilà, ça se comprend. Les arguments que tu as utilisés sont très, très convaincants. Mais c'est peut-être le voir devant Donnarumma. Bon, ça peut peut-être un peu surprendre. Mais chacun ses choix, hein, bien évidemment. On sera peut-être pas tous d'accord. Mais j'ai le même top que toi quasiment. Hein, donc c'est pas, pour ma part, je suis pas du tout estomaqué par ce que tu viens de dire. Roland. Alors moi, il n'y aura pas de Hernandez Carrément. dans mon top, hein. Non. En fait, j'ai qu'un seul joueur qui me vient à l'esprit. On va dire un deuxième, aller pour la deuxième place. Et puis à la troisième place, je dirais que voilà, on peut aller citer peut-être Hernandez, comme je pourrais citer Bennacer aussi. Ce genre de joueur, mais bon, je vais pas en mettre un en avant. Deuxième place, c'est un peu le prix du jury, si on veut. Je vais dire Bonaventura là aussi, parce que pour les raisons que Nico a citées. Quel retour il nous fait là au milieu de terrain, et dire que c'est un joueur qui est là depuis 2014, je crois. Ouais, ça fait Il arrive en 2014 et c'est l'air de rien un de nos meilleurs joueurs de champ. C'est encore un joueur qui est là depuis 2014 et qui a quasiment rien coûté, parce qu'il est arrivé pour 8 millions d'euros, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est une très bonne affaire, ouais. Donc finalement, quand on peut aussi avoir, quand on veut, on peut aussi réaliser des recrutements intelligents sans sortir des paquets de 25 millions sur des joueurs qui ne viennent dans ses où. Enfin bref, voilà, je voulais le citer en deuxième place parce que ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, et en plus, élément déjà important et titulaire déjà indiscutable, alors que, comme le disait Nico, normalement après une telle blessure, tu dois ramer pour revenir dans le 11 de départ. Lui, il y est déjà après quelques semaines seulement. Et puis vrai joueur de ballon, quoi. Ça change. Vrai joueur de ballon, quoi. Un vrai technicien qui perd pas son ballon, qui sait orienter. Enfin, c'est agréable, quoi. Ça change. Clairement. Et c'est vrai que le voir, lui, comme ça, au milieu de terrain, et je trouvais que, justement, avec lui et Bennacer côte à côte, j'avais l'impression de revoir un peu de football, sans vouloir en faire trop, bien sûr. On disait justement au début de pas en faire trop. Mais on avait, pour la première fois depuis longtemps, deux joueurs à droit avec le ballon au milieu de terrain. Et j'aime beaucoup la qualité aussi de Bennacer à jouer la tête levée, même s'il a des lacunes, évidemment. Il est encore jeune, Bennacer. Les deux là associés, moi, ça me fait plaisir de les voir jouer. Et puis là, pour revenir au top, ma première place, le seul vrai joueur qui mérite, selon moi, cette saison, c'est Donnarumma, évidemment, que je trouve encore meilleur que l'an passé, alors que le contexte n'est pas facile. On pourrait dire qu'il est jeune, qu'il pourrait plonger avec le reste de l'équipe, et j'ai l'impression que c'est le seul à surnager, à ne pas se cacher, et malgré ce qui a pu être dit par le passé, et je lui tiens toujours rigueur de ses façons de faire, sportivement, il est irréprochable, en fait. Il a progressé, je trouve, dans les secteurs de jeu où il avait des lacunes. Son jeu au pied s'améliore de saison en saison. Je le trouve moins hésitant sur les sorties aériennes, alors que parfois j'avais l'impression qu'il avait tendance à rester sur sa ligne, alors qu'avec un physique comme le sien, aller chercher une balle, ça semble quand même assez aisé.
Voilà, moi j'ai aucun doute sur le joueur et sur ses qualités. Maintenant, il est en fin de contrat en 2021. Donc, grosso modo, on risque de repartir sur le cirque d'il y a quelques temps. Et comme le disait Nico, bon, 10 millions, c'est ça? peut-être qu'il tient au club, mais il a toujours Raiola comme agent. Et s'il veut rester encore, on est reparti sur une base de salaire qui va être phénoménale. Euh, il y aura son frère encore à gérer, qui je pense va pas tarder à partir. Mais bon, bref, pour moi, Donnarumma, de toute façon, l'an prochain, je ne le vois pas rester. Encore faut-il que le marché des gardiens soit suffisamment ouvert. Mais voilà, profitons-en pendant qu'il est encore là et j'espère qu'il aura ce niveau de performance cet été avec la nationale. Ah, j'aurais fini là-dessus. On se rejoint. Aristide, c'est ton tour. Tout d'abord, je vais tirer mon chapeau à Nico pour avoir mis Hernandez en top 1. Non, mais je salue cette prise de risque parce que c'est vrai qu'Hernandez a fait. C'est la force des grands. Comment? C'est la force des grands. Ah, c'est la force oui, des carrément. grands parce que c'est vrai que l'année dernière, moi, je mettais souvent dans mes tops Bakayoko et j'avais certaines railleries, parfois à juste titre. Mais non, mais je salue cette prise de risque avec Hernandez en top 1. Et du coup, je vais dire mon top 3. Alors moi, j'ai mis Hernandez en numéro 3 Ouais. du top pour les raisons notamment qu'a évoqué Nico. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que c'est l'un des seuls joueurs qui n'en a pas rien à faire euh, des matchs dans lequel il est évolué au Milan. Donc cet esprit de guerrier, cette grinta fait toujours plaisir à voir. Notre Ouais, meilleur c'est vrai. buteur et co-meilleur buteur avec Piontek. Donc effectivement, un peu comme Nico, je vois aussi beaucoup plus l'aspect offensif de Hernandez qui est très intéressant, plus que l'aspect défensif qui est vraiment un peu plus, disons, compliqué. Cependant, j'oublie pas que nos deux ou trois autres latéraux sont aussi mauvais ou très mauvais défensivement. Donc au moins Hernandez a cette qualité en plus de nous apporter offensivement et de nous faire gagner des matchs à lui tout seul. Donc voilà pourquoi je le mets en top 3, même s'il y a évidemment énormément de choses à améliorer, mais c'est quand même un point important. En second, vous avez tout dit sur Bonaventura, quel plaisir de revoir un joueur de ballon qui lève la tête. En fait, Bonaventura, c'est l'anti-Akan Çalhanoğlu. C'est-à-dire que on a l'impression que finalement, enfin, de prime abord, on se dit tiens, les deux joueurs ont l'air assez techniques, et finalement, on se rend compte au bout de 5 minutes de jeu qu'il y en a un qui fonce tête baissée, qui fait des passes un peu n'importe comment, qui joue à contre-temps, et l'autre qui régule le jeu, qui lève la tête, qui joue dans le bon tempo. Et Bonaventura, quel plaisir de le revoir sur le terrain, avec un vrai apport au milieu, même si je persiste, comme beaucoup de mes collègues, à penser qu'il est meilleur sur l'aile gauche. Ah, mille Mais fois oui. mille fois oui. Mais même au milieu, là où il est censé être moins bon, ça reste quand même le meilleur de nos milieux de terrain. Donc c'est là où Jack Bonaventura est quand même assez incroyable. Mais d'ailleurs, excuse-moi, mais sa première titularisation, je sais plus contre qui c'était, il Ouais, était ailier, il hein, était sur lorsqu'il marque l'aile. son premier but. Il avait été excellent. Il Eh avait oui, été eh excellent. oui, 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 mais c'est important de le rappeler parce qu'on nous dit toujours oui, mais au milieu on a personne, etc. Mais enfin, ailier gauche, on a personne non plus finalement parce que c'est un fantôme le Çalhanoğlu. Donc peut-être qu'il va mieux mettre Bonaventura, éventuellement titulariser Paqueta pendant qu'il en était encore temps. Peut-être qu'il n'est plus le temps d'ailleurs titulariser Paqueta, je ne sais pas. Mais il est clair qu'il y a un gros souci au niveau de l'aile gauche et que lui pourrait le résoudre. Complètement, complètement. Et en première place, du coup, j'ai hésité souvent entre Bonaventura et Donnarumma. J'ai quand même mis Donnarumma. Bah, il a plus joué quand même. Il a plus Ouais. joué, et puis surtout, c'est vrai que c'était le seul concerné. J'ai l'impression que c'était vraiment le seul concerné par la défaite et atteint vraiment par la défaite du 5-0 contre l'Atalanta, puisqu'il a pleuré à la fin du match. Donc voilà, je me suis dit au moins quelqu'un qui se rend compte, dans le pétrin dans lequel on s'est mis depuis quelques mois et qui fait pas la fête comme d'autres joueurs en boîte de nuit ou autres, d'après ce que j'ai pu entendre à la fin du match. Ah oui, Nico est très au courant de ces choses-là, il pourra nous en parler tout à l'heure. Bon allez, je vais donner mon top, donc numéro 3, j'ai le même top que toi, hein, je vais pas faire de mystère, Théo Hernandez, hein, car malgré effectivement ses lacunes défensives coupables, il faut lui reconnaître une grosse activité et une présence offensive salutaire dans un Milan en panne d'inspiration, donc c'est vrai je comprends pourquoi Nico l'a mis numéro 1, hein, c'est vrai, il s'arrache, il n'y a aucun souci, on manque de joueurs qui s'arrachent, donc chapeau à lui. Maintenant j'ai toujours préféré les défenseurs qui savaient défendre, hein, donc j'ai du mal à encenser un joueur comme ça, mais après tout, Serginho à une époque l'a fait aussi, le problème c'est qu'à l'époque de Serginho, il y a quand même Maldini, Nesta derrière, bon c'était pas la même chose. Numéro 2, Bonaventura, qui n'a pas joué pendant un an et qui se retrouve le meilleur joueur de champ milanais en étant peut-être à 70-80% de ses capacités. Enfin, comme je le disais, un joueur de ballon, enfin un technicien qui joue juste, qui sait conserver un ballon, mais qui sait aussi percuter, distribuer et marquer, bien sûr. Chapeau l'artiste, donc hein, vraiment, c'était
inattendu totalement. Je connais ses capacités, mais j'ignorais qu'il fut capable de revenir si vite. C'est surtout ça. J'espère donc que ses pépins physiques sont derrière lui. Alors évidemment, comme pour Conti, il y a un contre-coup physique logique. Pour tous ceux qui connaissent quelque chose au sport de haut niveau, il est normal que Bonaventura, notamment contre l'Atalanta, ça a été plus compliqué pour lui. Ça, tout le monde le comprendra. Mais avec la préparation là qui s'annonce cet hiver, eh bien peut-être qu'il reviendra encore plus fort en janvier. Et j'espère qu'il va marquer la deuxième partie de saison. D'ailleurs, je tablerai là-dessus. S'il se reblesse pas, je pense qu'on le retrouvera au premier plan en deuxième partie de saison. Et numéro 1, bien évidemment, le premier, je suis assez d'accord avec mes camarades, c'est Donnarumma, parce que c'est incontestable pour moi, footballistiquement il est irréprochable, et puis c'était pas gagné après les épisodes qu'on connaît, donc obligé de le saluer, et je suis d'accord avec Roland, il a beaucoup progressé, y compris dans le jeu au pied, et c'est très rassurant de savoir qu'il gardera, je tenais à le dire aussi, les cages de l'Italie au mois de juin, parce que c'était pas facile d'assurer l'après Buffon, et je pense que là on tient, alors peut-être pas Buffon, faut peut-être pas non plus exagérer, mais en tout cas on tient un très très bon gardien, et les très bons gardiens sont très rares. Je suis d'accord avec Nico sur le fait qu'un gardien ça se remplace. Malgré tout, c'est toujours dommage de voir partir nos rares bons joueurs. Voilà, c'est-à-dire que quand on a une certitude, c'est toujours bien de la garder, vu le peu de certitude qu'on a à l'heure actuelle. Aristide, un petit mot à dire alors du coup. Oui, je voulais juste profiter de cette top et ce bilan de mi-saison pour mettre un point d'honneur à un joueur qui pour moi nous manque terriblement au milieu de terrain. Je voulais parler de Timo Bakayoko. Oh non, putain. Encore. Oui, et il a le poster grandeur nature au-dessus de son lit, plus une statue dans le jardin. Je trouve qu'en fait, on parlait des joueurs qui sont succédés au milieu de terrain, puis au Milan en général, et puis finalement, je fais le bilan par rapport à l'année dernière, en termes de nombre de buts encaissés, etc. Et puis je remarque qu'on a exactement la même équipe type, ou presque, notamment en défense et au milieu de terrain. On encaisse beaucoup plus de buts et il y a un seul joueur qui est parti et qui pour moi tenait vraiment la baraque défensivement et tenait ce milieu à bout de bras, ou du moins pas pendant toute la saison mais pendant pas mal de temps l'année dernière, c'était Timo Bakayoko. Donc je voulais mettre un point d'honneur à un joueur qui pour moi nous manque terriblement, et je le voyais bien numéro 6 avec Bennacer aujourd'hui en 8. Et alors oui, son prix était de 35 millions, d'accord, ça paraissait cher, MJ on en avait déjà parlé, mais quand je vois des joueurs qu'on a achetés à 30 ans ou 31 ans comme Lucas Biglia qui nous ont jamais rien apporté, je trouvais qu'un Bakayoko à 24 ans qui avait encore beaucoup de progrès à faire, mais qui au moins avait une propension à une grande marge de progression, était intéressant à 15 millions de plus à garder, pourquoi pas. Donc voilà, je voulais mettre un point d'honneur à un joueur qui pour moi nous manque pas mal. Non, mais c'est très pertinent, bien sûr. Après, c'est vrai qu'il a pas tenu toute la saison, comme tu le dis. C'est-à-dire qu'il a eu quelques belles performances, quelques belles prestations, mais après, ça s'est gâté. Maintenant, quand on voit Kessié à l'heure actuelle, depuis d'ailleurs son arrivée, parce que c'est pas qu'à l'heure actuelle, c'est sûr que Bakayoko ferait pas tâche loin de là. Après, Krunic est bien meilleur que Kessié, disons les choses. Même si c'est pas un virtuose non plus, Roland. Oui, je voulais dire par rapport à ce que nous disait Aristide à l'instant. Certes, on prend plus de buts, mais je pense pas que ça soit lié uniquement à l'absence de Bakayoko. Il faut dire aussi que notre défense centrale, qui était clairement le vrai gros point fort la saison passée, cette année, c'est plus trop ça. Romagnoli est en dedans, clairement, cette saison, on peut le dire. Sans être catastrophique, il est en dedans. Musacchio qui avait fait une vraie bonne saison l'an passé. D'ailleurs, je crois quand on avait fait le bilan de fin de saison, quand on parlait des tops, justement, on mettait souvent Romagnoli et Musacchio avec lui. Musacchio est nettement en retrait par rapport à l'an passé. Calabria, qui était titulaire sur le couloir droit, qui a fait une saison, moi, que j'avais trouvé relativement honnête, intéressante l'an dernier. Il s'est complètement noyé cette saison. Et le couloir gauche, on avait Rodriguez que je trouvais intéressant en défense, qui était remplacé par Hernandez, qui est pour moi du niveau de Constante, de Taiwo en défense. Enfin, vraiment, je pense qu'Hernandez, c'est de ce niveau-là en défense. Donc, parler que de l'absence de Bakayoko pour expliquer nos difficultés, oui et non, mais je comprends aussi ton point de vue sur Aristide, sur la permanence de Bakayoko au Milan. Et c'est vrai qu'à la limite, je préfère, moi, avoir un Bennacer au poste de Regista, comme c'est le cas à l'heure actuelle, même si Bennacer a encore beaucoup de progrès à faire.
Mais effectivement, est-ce qu'un profil comme Bakayoko à la place de Kessié, Voilà. ça aurait été plus intéressant? Je pense aussi. Mais on parlait de joueurs pour aller au combat, et c'est vrai que Bakayoko a plus ce profil et une activité quand même plus précieuse que Kessie. Aristip, une petite réaction, puis après on passera au flop, hein, parce qu'on a besoin de s'éclater un Oui, peu aussi, c'est Noël. Hein. juste pour juste pour répondre à Roland, effectivement, alors je me suis peut-être pas exprimé suffisamment clairement, mais c'est vrai que Bakayoko, je dis pas qu'on a encaissé deux fois plus de buts en ce début de saison parce que Bakayoko n'est Oui, pas bien là. sûr. Effectivement, c'est pas ce que je voulais dire et je Bien pense sûr. pas avoir dit ça, mais effectivement, la défense est effectivement moins sereine qu'avant, les latéraux aussi, mais ils sont aussi beaucoup plus exposés parce que Bakayoko n'est plus là pour moi pour filtrer en fait au milieu de terrain Non, et mais c'est pour un intercepter ensemble. les ballons. C'est Voilà, un ensemble c'est de un choses. ensemble. Ouais, je comprends. Comme Bonucci, quand il est parti de la Juve, on s'est dit, bah mince, il est parti de la Juve, il est allé arriver au Milan. Bizarrement, en 3 mois, il est devenu hyper mauvais. Alors, oui, effectivement, il a eu du mal, Il mais avait parce relevé qu'il la tête était beaucoup après. Hein. plus exposé. Oui, il avait relevé la tête, mais Romagnoli était meilleur, mais Bonucci était beaucoup plus exposé que ce qu'il était à la Juve, parce que le milieu de la Juve est autre que celui du Milan. Oui, c'est vrai. C'est Pareil c'est vrai. pour Ramos, il y Non, a mais c'est un vrai. an qui prenait l'eau de toutes parts, parce que le milieu comme Modric et Toni Kroos était beaucoup moins performant que ce qu'ils étaient l'année précédente. Donc Non, mais vous avez je suis raison tous les deux. d'accord. Hein. Oui, oui, Là, bien sûr, c'est 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 une question de complémentaire ce que nuance vous dites après. en fait. C'est ça, c'est une question de nuance, voilà. Bon, allez, on passe au flop. C'est le moment. Nico se frotte les mains d'avance, donc il est temps, Nico, que tu nous expliques un petit peu qui t'a le plus déçu cette année. Le choix est vaste. On dirait la cérémonie des Oscars, c'est les flops. Il y a, il y a les 3 quarts de l'effectif qui prétendent, on dirait chaque année, comme si. Et cette année, franchement, la compétition a été rude. Ah, c'était dur. Et je suis désolé, déjà avant, j'ai dû en mettre de côté, on ne peut en choisir que 3. Donc, alors, le troisième, Musakio. J'ai trouvé Roland tout à l'heure très gentil. Moi, je le trouve catastrophique. Romagnoli a vraiment un coup de moins bien, mais alors lui est complètement dépassé. Dès qu'il a un adversaire un peu rapide, il est tout le temps mais il est 2 rangs derrière. Ça se demandait la préparation physique aussi, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui physiquement au Milan sont complètement à côté de leur pompe. Mais voilà, la charnière centrale était un point fort la saison dernière. Cette année, je trouve qu'elle prend l'eau très rapidement. Et Musakio est vraiment en très grosse difficulté. Lui, en plus, il est du côté de l'arrière droit, donc souvent c'est Conti ou Calabria, bon, qui n'ont pas été dingues, hein, mais bon. Alors que Romagnoli a quand même Hernandez qui monte énormément, donc pourrait se trouver un peu plus seul. Mais je trouve que voilà, il a grosse déception pour ma part. J'en attendais plus et j'étais très surpris car je pensais que c'était en gros une valeur sûre. C'est pour ça que je le mets numéro 3. En numéro 2, Suzo. Ça devient une habitude pour moi. En général, il y a un moment, il y tombe tout le temps dans les bilans de mi-saison ou fin saison. Pour l'instant, il est en train de nous faire la pire saison depuis qu'il est au Milan. Et pourtant, cet été, c'est là où il en a fait le plus pour. Alors, peut-être pas dans la presse, mais apparemment, il a fait marcher ses agents pour essayer de partir parce qu'il espérait, il attendait beaucoup mieux que le Milan. La porte est ouverte. On te retient pas cet hiver. N'hésite pas. Vas-y. Casse-toi. Je n'en peux plus. Le match contre l'Atalanta, et là je rejoins Roland sur ce qu'il a dit, c'est vraiment un parallèle terrible. Moi j'ai fait le parallèle avec Papou Gomez, qui est un joueur qui a donc la trentaine d'années, qu'on connaît en Italie, qui a joué à Catagne et tout, qui joue le même poste que Suso. Mais il y a un monde entre ces deux joueurs, et aujourd'hui, je mets à Milan, qu'est-ce qu'on paierait pour avoir un joueur du niveau de Papou Gomez, qui n'est pas non plus un cador, hein, mais qui est un bon joueur de foot, et voir Suso faire toujours le même crochet. Qui aujourd'hui en Italie tout le monde connaît, qui est pareil aussi. J'ai l'impression que c'est un joueur qui est hors de forme. Il ne passe plus un joueur. Alors que de temps en temps, il arrive vraiment à le passer son crochet. Ça rappelle El Shaarawy, ce jeu stéréotypé que les défenseurs C'est n'anticipaient pas au départ, et puis finalement ils avaient pigé le truc et ça passe. Ouais, mais je préfère El Shaarawy quand même. Hein. Ah ouais. Je préfère l'italien. T'as peut-être la mémoire courte, mais. Bah, franchement, il était bien revenu à Rome. Je sais qu'à la fin, il avait mal fini chez nous, mais à Rome, il était bien revenu. Bon, là, il doit s'éclater en Chine. Mais quoi qu'il arrive, voilà, ce joueur. Après, certainement qu'il y a un problème aussi au Milan pour que le jeu ne passe que par Suso. Ça prouve aussi la tristesse de notre milieu de terrain ou de nos actions offensives. Bah, c'est déjà un nouveau à gauche hein, en même temps. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais après, il y avait Rebic, on avait compté sur Rebic. Enfin, bon, bref. L'animation offensive au Milan doit passer apparemment absolument par Suso. Suso est complètement en dedans depuis ce début de saison. Et on le voit aussi. C'est censé être ton joueur phare offensivement. C'est pour ça que je le mets pareil dans les flops numéro 2. Et le numéro 1, notre Polonais, Piątek, qui
J'y ai cru. J'y ai vraiment cru. Je me suis Moi dit, aussi. ça, c'est pas le tube d'une saison. J'y ai cru. Ouais. Et force est de constater que j'ai peur qu'on se soit pris une carotte d'un niveau monumental par le Genoa. C'est aussi toujours le problème quand tu achètes un mec au bout de 6 mois. Mm. Bon, il a confirmé, il était la machine était lancée, donc quand on l'avait pris au mois de janvier 2019, il a enchaîné avec nous. Euh, mais là, alors là, depuis cette année, on reconnaît même pas une seule seconde le joueur qu'on a vu pendant 6 mois au Milan AC et même durant la saison complète, hein, si on parle de ce qu'il avait fait au Genoa. Pareil, il semble très emprunté physiquement. Il perd énormément de duels. Je ne supporte plus de le voir se jeter par terre. Dès qu'il y a le moindre contact, il tombe par terre. Les arbitres commencent à le connaître, ne sifflent quasiment jamais. Voilà, 3 buts sur penalty, seulement 1 dans le jeu. Un apport sur le terrain tellement minime, il rate des choses faciles. À l'époque, je me rappelle les supporters parce que moi je défendais beaucoup Carlos Bacca, mais Bacca ramassait énormément parce qu'on disait que techniquement il ratait beaucoup de choses, mais je trouve que Piatek, c'est pire que Bacca à cette époque-là. Et pour l'instant, il a toujours encore la sympathie quand même des supporters. Il passe à travers les gouttes, alors que Souzo, mine de rien, lui, ça tombe pour l'instant. Ah, mais Suso est là depuis plus longtemps. Après, par exemple, on va parler de Piatek. Je viens de voir que quelqu'un a dit les déclarations pour un futur transfert. Il a pris aussi un melon, un boulard impressionnant. Le mec, alors qu'il met pas un pied devant l'autre, part d'un futur transfert où il espère que le prochain transfert va coûter 70 millions. Samedi, il a posté une photo sur les réseaux sociaux de ses valises qui étaient prêtes pour les vacances après le 5-0. Bon, voilà. Malheureusement, tu veux faire quoi? J'ai du mal à imaginer qu'on puisse pouvoir un jour le revendre. Enfin, arriver à le revendre pour l'instant à ce prix-là, il faut arriver à le relancer. Le problème, c'est qui ton attaquant remplaçant? C'est Léao. Léao, on se rend compte que quand on le met titulaire, il est inexistant. Il apporte quelque chose que quand il rentre en cours de match. Ça fait cher aussi le mec à 30 millions. Après, il faut dire que le soir aussi, en boîte de nuit, il tourne à la chicha et au whisky. Donc, ça reste un peu compliqué quand même de pouvoir aussi aligner des prestations de véritables sportifs de haut niveau. J'allais me dire que j'étais déçu que tu n'en parles pas, donc enfin. Oui, c'est pour ça que pour terminer, voilà, je m'excuse pour tous les mecs que j'ai pas cités. Calabria qui a fêté son anniversaire dimanche soir. J'espère qu'il a passé un bel anniversaire et la prochaine fois, j'espère qu'il pourra quand même arriver à prendre au moins le téléphone de sa femme pour éviter que ça soit elle qui lui foute ses photos ou les vidéos sur les réseaux sociaux. On a eu qui d'autre? On a eu Caissier. Je pense que soit c'est fait volontairement pour acter un départ pour le mois de janvier, soit dans ces cas-là, le mec est profondément débile. Et dans ces cas-là, quand même, fallait quand même qu'il sache que je pense que Papou Gomez, il allait pas lui en vouloir s'il mettait pas un like une heure après le match pour la victoire 5-0 contre le Milan. Voilà. Et on n'oublie pas donc qui d'autre? Conti. Il y a qui d'autre qu'on a oublié? Rebic qui a demandé déjà son départ pour repartir à Francfort, qu'on n'a même pas vu. Çalhanoğlu, il fait partie des meubles. J'ai l'impression maintenant le mec il fait un bon match. Tu te demandes comment les entraîneurs passent et le gars est un titulaire indiscutable de cette équipe. Et il s'imagine au Bayern, non? Il a fait une déclaration sur le Bayern. Oui, Ouais, c'est son club. Je suis pas sûr qu'il veuille de Mais- lui. Je suis pas sûr que le Bayern soit intéressé. C'est aussi tout le problème. On en rigole, tout ça, des caissiers, Léao, Piatek qui mettent. Mais les mecs, après une rouste historique dans l'histoire du Milan AC, parce que ça fait partie des 5-6 roustes en championnat, parce qu'en Ligue des Champions, on en a pris quelques-unes ces dernières années. Hein. Mais en championnat, ça fait partie des roustes historiques. En plus, contre un adversaire, entre guillemets, l'Atalanta Bergame, qui n'est pas un cadeau, parce qu'on a pris des roustes contre la Juve dans notre histoire, contre l'Inter, mais contre l'Atalanta, c'est une première. Les gars n'ont même pas la décence de dire bon, parce que Calabria, j'en veux pas qu'il fête son anniversaire. Mais à un moment, dire les réseaux, il n'y a rien qui circule actuellement, on va faire profil bas là pendant 2 semaines. Les mecs, ils ont bouffé de la merde depuis des années, depuis 6 mois là. On leur gave, on leur met en plus, on leur met durable. Là, il y a Noël qui arrive, on va se faire une indigestion de foie gras tellement ça va nous faire mal au ventre quoi, avec ce qu'on a ramassé. Ils ont aucun amour propre pour les gens qui les suivent, de s'afficher comme ça, comme si eux, ça ne les touche pas du tout, alors que moi, je te garantis que j'en ai encore mal au ventre aujourd'hui, Oui. de la rouste qu'on a pu prendre. Ça me fait vraiment mal au ventre de me dire, mais qu'est-ce qu'il y a se passer pendant ces 2 semaines? Et c'est tout le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, et Abbiati avait fait, sur AC Milan Zone, ils ont mis un article à l'époque, Abbiati, quand il a préféré partir,
il disait il avait vu le changement comme Gattuso de ce qui se passait au Milan AC. Et aujourd'hui, les mecs, c'est sûr que quand ils voient ce qui se passe dans les vestiaires, mais ça doit être dingue. Mais franchement, c'est dingue de voir ça, de voir des mecs qui sont pas capables au moins de se mettre en off. Et ça me fait penser quand il y a 2-3 ans, et moi ça j'avais eu l'information parce que j'avais un pote qui travaillait en boîte de nuit. Je sais pas si vous vous en souvenez, l'année où on prend une rousse Rami. contre le Parme qui finira dernier du championnat. On finit avec à l'époque Clarence Seedorf qui était entraîneur, que les supporters avaient séquestré les joueurs à la sortie du bus, avaient refusé de sortir, avec une explication très houleuse. Et moi à l'époque j'ai mon pote qui m'appelle et qui me dit il y a Rami, Constant, enfin il y avait toute la clique de tous les Français qui étaient en boîte de nuit à Fréjus, quoi. J'ai dit les mecs ils prennent une rouste, le soir ils sont en boîte de nuit en train de faire les zouaves, quoi. Et franchement, Mais Nico, on va recruter un peu partout en pensant que ces joueurs-là auront l'attachement au club qu'avaient justement les joueurs formés à l'époque, les Baresi, les Maldini, etc. Non, à un moment donné, l'argument d'Aristide de choisir des hommes avant de choisir des joueurs, évidemment, il faut que les hommes aient quelques talents, bien sûr, mais je veux dire, ce serait peut-être intéressant de recruter un petit peu chez nous, hein, plutôt que d'aller chercher des mecs qui peut-être se fichent éperdument du club dans lequel ils jouent tant qu'ils touchent le salaire. T'as raison, mais malheureusement, c'est pour ça qu'il y a une refonte complète à faire, mais comme il dit Roland et Aristide, tu peux pas retaper tous les ans, et c'est comme une maison, et entre guillemets, t'as un architecte, t'as le chef de chantier, et tous les ans, on recasse tout, on redémolit tout, et on change l'architecte, le chef de chantier, et tous les gars qui bossent sur le chantier. C'est pas possible, t'avances jamais, c'est ce qui se passe à Milan, c'est une maison qui est constamment en pleine construction, et qui démolit chaque année, et que ça avance pas, et en plus, les gars qui bossent sur le chantier, ils sont mauvais en plus, donc il y a plein de malfaçons. Allez, non, ça a été une explication longue et détaillée, mais je n'en attendais pas moins de toi, Roland. C'est ton tour. Eh bien, écoutez, sans dire que je n'y ai pas réfléchi avant l'émission, c'est vrai que le choix est quand même assez rude. MJ, t'aurais pas la possibilité de reprendre ce qui a pu être dit sur d'autres émissions pour les flops, non? Ça veut Tu veux que pas... je fasse un best-of, que j'aille chercher les bandes? Voilà, comme ça tu me prends ce que j'ai pu dire par le passé sur Sousso, Kessié, Çalhanoğlu, tu mélanges et puis t'en sors quelque chose et puis ça fera mon intervention là-dessus. Ouais. Non, Rien à ajouter sur... ouais, bah, disons que Nico a été assez exhaustif sur ces aspects-là. Moi, c'est vrai que c'est mon trio de l'horreur, là, Sousso, Çalhanoğlu et Kessié. Et je vais juste citer une action de dimanche dernier là, contre l'Atalanta. Kessié qui part balle au pied et qui arrive vers la touche avec 2 joueurs de l'Atalanta devant lui. Et je sais pas trop ce qu'il fait. Il marche sur le ballon et résultat, il fait une talonnade et le ballon lui rebondit sur le talon. On ne sait pas trop comment et ça finit en touche. Voilà. Ah ouais. Enfin, je me contenterai de ça et donc mon flop 3, ce sera les habituels Sousso, Çalhanoğlu et Kessié, peu importe l'ordre. Avec d'autres candidats qui auraient pu être de qualité, comme Piontek, comme Calabria, qui a complètement sombré cette saison. Enfin voilà, je vais m'arrêter là pour cette partie. Ouais, à noter qu'il y a quelques années, on s'était beaucoup moqué de Poli, qui était tombé tout seul. Je sais pas si vous vous souvenez. Oh oui. C'était à Bergame. Sauf qu'on a vu C'était à Poli il y a Bergame. quelques jours contre Milan, et aujourd'hui, je prends 1000 fois Poli à la place de Kessié. Ah bah oui, Que ce soit en termes de football et de mentalité. C'est Voilà. clair. clairement. Je voulais juste rappeler ça parce que Pas moi, en Poli, termes je de l'ai- mentalité. On va pas oublier le joueur que c'était quand même, Poli. C'était tout sauf un bah, écoute, moi, non, à l'époque, je l'avais plutôt défendu. C'était pas un virtuose, mais bon, c'est juste pour citer un exemple. Hein, c'est pas que je suis fan de Poli, c'est pas ça. Mais comme il a joué contre nous il y a enfin, c'est pas longtemps. C'est l'avant-dernier match là. On l'a vu il y a pas longtemps, Poli, Oui, avec Bologne. une coupe de cheveux nouvelle là. Bon, eh bien, à la place de Kessié, 1000 fois hein, cette année. Franchement, il y a pas photo pour moi entre les deux. Et Poli, on l'avait, donc il nous aurait pas coûté cher. Je veux dire, Kessié, c'est quand même 28 millions. C'est toujours pareil. Hein, je fais toujours le parallèle entre d'un côté les sous et de l'autre la valeur sur le terrain. Et c'est tellement le fossé est tellement abyssal que ça en devient très très énervant. Aristide, allez, vas-y, ton flop. Alors j'ai fait 2 parties dans ce flop. La première, en fait, j'ai 3 joueurs que Roland vient juste de citer, c'est-à-dire Sousso, Kessié et Akan Çalhanoğlu dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe. Mais en fait, je les ai même pas mis dans mon flop, dans le sens où pour moi un flop c'est des joueurs qui m'ont déçu, c'est-à-dire des joueurs pour lesquels j'attends quelque chose sur le Ah, c'est terrain. pas les plus mauvais alors.
Voilà, bah c'est pas ça, c'est que j'en attends rien en fait. Ça fait 1 an que je n'attends plus rien de, non, 1 ou 2 ans que j'attends plus rien de Kessié et de Çalhanoğlu. Et à la limite, Souzo, je le mettrais un peu de côté parce que il avait l'habitude chez nous de nous faire au moins 1, 2, 3, 4 bons mois. Et cette année, je les mets hors flop, je les mets vraiment hors catégorie parce que pour moi, ils ont été encore plus nuls que ce que je pensais et j'en attends rien. Donc les trois, je les ai pas classés. Non mais Je tu fais les bien ai, de je le les classe. préciser parce que sinon les auditeurs comprendraient pas que par exemple tu cites, je sais pas, Romagnoli qui a peut-être pu décevoir eu égard à ses capacités, Exactement. voilà, alors que c'est vrai que Romagnoli était nettement moins mauvais, si je puis dire, que les trois que tu viens de citer, voilà. C'est exactement ça. Du coup, j'allais en venir. En fait, ces trois-là, du coup, j'en attends rien, donc je les ai mis à part. Mais c'est clairement, je suis d'accord avec vous, hein, les trois plus mauvais. Et en vrai flop, alors j'ai mis en troisième position Romagnoli. Romagnoli, pourquoi? Parce qu'effectivement, pour moi, il est plus exposé que l'année dernière. Alors, je vais pas revenir sur Bakayoko, mais il fait quand même une moins bonne saison. Il est moins serein, peut-être un peu le ras-le-bol aussi. J'ai mis aussi Calabria, que j'ai hésité à mettre avec les trois compères Souzo, Kessié et Çalhanoğlu, puisque Calabria, au moins, il avait l'année dernière et les années précédentes, disons la chance de nous faire un bon match sur 2, sur 3, sur 5, puis ça en devient un bon match sur 10, puis finalement, on se rend compte depuis le début de saison, il n'y a pas eu un seul bon match, C'est vrai. sauf erreur de ma part. Donc Non, non, t'as raison. Calabria et Romagnoli, vraiment troisième de ce flop. Second, j'ai mis Paqueta. Parce que Paqueta, entre les blessures, il revient, il carton jaune, suspension, puis il revient, puis il fait 2 talonnades, puis il sort, puis enfin finalement je ne Et comprends peut-être pas ce l'attitude aussi joueur. un peu, hein. Oui, ouais, la quoi, excuse-moi? Peut-être l'attitude aussi un peu, Ouais, parce que là, je crois qu'il ouais, je le exaspère trouve un peu ses entraîneurs, et un ça doit peu. pas être pour rien. Je le trouve assez nonchalant en fait. Je le trouve vraiment nonchalant. J'ai l'impression qu'il est dans un rythme un peu encore brésilien. Je trouve qu'il fait des efforts un peu par parcimonie sur le terrain, c'est-à-dire qu'à un moment il va courir pendant 10 minutes, être au pressing, d'ailleurs se prendre souvent un jaune à cause de ça pour son engagement, et pendant 30 minutes on a pu le voir, d'ailleurs parce qu'il s'est souvent pris un jaune en début de match. Donc voilà, je trouve un peu exaspérant alors que c'est dommage, il a du ballon et j'en attendais un peu plus cette année. Et enfin numéro 1, Piontek, vous avez tout dit. Il est exaspérant en fait. Ce qui paraissait tellement simple l'année dernière est tellement compliqué cette année avec Piontek. Un contrôle passe, ça devient compliqué. Roland et Nico l'ont dit à juste titre, il s'écroule pour rien du tout et les arbitres ont bien compris son petit jeu. Et surtout, ce qui m'exaspère le plus, c'est que, alors, c'est pas que de sa faute, mais comme il a très peu de ballons à exploiter, et parce qu'il fait très peu d'appels aussi, enfin, quoique il fait très peu d'appels, on le sert pas, mais c'est surtout qu'il tire de n'importe quelle position maintenant. Il tire de n'importe quelle position à angle fermé, du droit, du gauche. Il fait des têtes alors qu'il n'y a pas à faire des têtes. J'ai l'impression qu'il veut absolument rompre cette malédiction du numéro 9 parce qu'il a dit qu'en début d'année je prends le 9 mais vous inquiétez pas il n'y aura pas de malédiction. Aïe, malheureusement c'est mal tombé, mais voilà, il essaye vraiment de tirer de n'importe quelle position et ça en devient ridicule parce qu'il est plus du tout dedans. Donc Piontek et Paqueta, les deux arrivés au dernier mercato hivernal, donc il y a 1 an, 70 millions à eux deux, hein. 35 et 35 exactement, MJ, et voilà les deux premiers de mon flop. Très bien, alors pour ma part j'ai triché, hein, puisque j'avais trop de joueurs à mentionner, donc j'ai fait 3 paliers, hein, 3-2-1, pas de souci, mais j'ai mis à chaque fois plusieurs ex-aequo, donc je fraude, mais c'est pas grave, j'assume. Alors évidemment numéro 3, Calabria, parce que pour moi tout était à jeter cette année, aussi Souzo, hein, pour son incroyable taux de déchets, puis Paqueta, parce qu'il a jamais confirmé les espoirs placés en lui. On vient de le dire, hein, 35 millions pour ce rendement, c'est forcément décevant, même si je demeure convaincu qu'il peut faire beaucoup mieux, parce qu'il a quand même du ballon ce joueur-là, mais c'est mentalement que ça va pas. Et alors j'ai failli ajouter Rebic, mais comme on l'a presque pas vu, ça reste une grosse inconnue pour moi, même si il faut dire que ce qu'on a vu jusqu'à présent n'est pas vraiment réjouissant. Palier 2, les deux attaquants de pointe. Alors Piontek, parce que déjà l'an dernier, c'est vrai que j'étais loin d'imaginer qu'il sombrerait autant, hein. Moi j'y ai cru, Nico, je me suis fait totalement bluffer, hein, j'avoue, j'ai vraiment cru en Piontek. On dit souvent, à raison, qu'être attaquant de pointe au Milan relève du sacerdoce, mais il a quand même eu un paquet de ballons exploitables depuis le début de saison, qu'il n'a d'ailleurs jamais su exploiter, à part sur 3 pénaltys. Donc il porte une lourde part de responsabilité dans le piètre bilan offensif du club. Quant à Léao, sa nonchalance, son manque d'opportunisme aussi, je trouve annihile tout son potentiel, parce qu'il est rapide, c'est vrai, il est explosif, c'est vrai, ça rappelle un peu Nyang footballistiquement, il n'y a rien à dire, mais je trouve qu'il y a trop de lacunes. Alors il est très jeune, mais c'est aussi très décevant vu ce qu'il nous a coûté, et j'ai peur qu'on ait donc dépensé beaucoup d'argent pour un Nyang bis, et je pense qu'un petit sondage dans les travées de San Siro permettrait de comprendre à quel point Cutrone manque, à la fois en termes de football, mais aussi en termes d'état d'esprit, et ça je crois qu'il y a beaucoup de supporters qui sont de plus en plus
plus sensibles, et ils ont raison. Et numéro 1, bien sûr, le duo magique Kessié-Çalhanoğlu, pour les raisons déjà énoncées depuis 3 ans, puis que vous avez vous-même énoncé au cours de cette émission. Rien ne change, et ce qui me choque, c'est l'entêtement des entraîneurs qui ne cessent de m'étonner, quoi. Je comprends pas pourquoi ces joueurs-là sont systématiquement titulaires. Alors, je veux bien que le banc n'est pas extraordinaire, mais quand même, de là à les aligner systématiquement, c'est peut-être les premiers qui cochent sur la feuille de match, surtout Çalhanoğlu, quoi. Lui bénéficie d'une immunité incroyable, ça rappelle Dugarry avec Jacquet, quoi. C'est fou, je comprendrai jamais ça, quoi. Bon, alors on va maintenant en venir à ce qui passionne en général le plus les gens et les médias à la trêve, c'est-à-dire les transferts. On parle de Zlatan, on parle de quelques joueurs là depuis quelques jours. Auriez-vous des noms à sortir du chapeau, et puis avec quels objectifs? Alors j'ai bien compris que vous n'en aviez pas beaucoup, si ce n'est de rester en Serie A. Nico, qu'attends-tu de ce mercato déjà, puis ensuite de ces quelques mois qui s'annoncent d'ici l'Euro? Alors, il y a 3 noms qui circulent et franchement, les 3 noms, d'une certaine manière, sont effrayants. Donc, le premier, c'est Ibrahimovic. Donc, apparemment, pour un contrat de 1 an et demi. Donc, moi, 1 an et demi pour un mec de 38 ans, à un moment, je pense que sur 4 mois, il peut peut-être faire du bien au niveau de la mentalité. Mais bon, après, ça reste une inconnue quand même, Ibrahimovic, depuis le temps qu'il est parti du football européen. Qui est aux États-Unis, et essayer de reconstruire quelque chose avec un gars de 38 ans, bon, j'y crois pas beaucoup. Il y a Todibo, donc un défenseur de 20 ans qui est à Barcelone, où apparemment les négociations seraient bien entamées entre Milan et le Barça. Mais bon, prendre un défenseur quand t'as Caldara et Duarte, bon, même si Duarte est blessé pour 3-4 mois, et que t'as Romagnoli, je vois pas trop l'intérêt, ou à moins c'est pour déjà préparer, peut-être, parce qu'on parle d'un départ de Romagnoli aussi pour l'été prochain. Mais bon, recruter un gamin de 20 ou 21 ans qui, apparemment, le Barça veut s'en séparer, car ce ne serait pas un professionnel exemplaire et qu'ils ont déjà Ousmane Dembélé, que ça leur suffit. Mais voilà, donc avec une option de rachat pour le Barça, donc moi, ça ne m'emballe pas des masses, si c'est pour former les joueurs au pire pour le Barça, entre guillemets. Et le troisième, c'est Xhaka, d'Arsenal. Voilà. Xhaka, donc Xhaka qui va. C'est le chevalier d'or de la Vierge pour ceux qui ont un peu de culture nippone, dans les chevaliers du Zodiac, Saint Seiya, voilà. Ouais, bah j'ai pas que tu déchantes alors dans ces cas-là. Et... Parce que Xhaka est l'un des plus puissants de tout Saint Seiya, donc à mon avis là c'est pas le cas en termes de football. Mais voilà, il s'est fâché il y a une grosse dispute avec les supporters, il a été mis en marge du groupe. Je crois qu'il est toujours pas rentré. Recrue des remplaçants, donc. Oui, non, mais c'est un joueur qui a 25-26 ans après, mais bon, qui n'est pas un joueur incroyable. Il faut voir où est-ce qu'est Arsenal au classement en Angleterre, donc on ne prend pas non plus un cador. Donc ça, c'est les noms qui circulent. Dans les départs, on parle de Rodriguez au Napoli. Des discussions auraient été entamées. Qui d'autre Kessié a un bon de sortie si la somme de 30 millions arrive au mercato, et apparemment ça pourrait se faire. Rebic a demandé donc à rentrer à Francfort. Et avec qui d'autre? Calabria réfléchit à un possible départ pour pouvoir jouer, qui ne me gênerait pas non plus. Et il y a qui d'autre encore? Il y avait un dernier joueur que j'oublie. Paqueta, des discussions ont été entamées apparemment très sérieusement avec le PSG. Si le PSG met 35 millions, enfin ce que Milan a payé il y a 1 an jour pour jour quasiment, Paqueta pourra partir et apparemment le joueur n'est pas contre. De toute façon, à l'époque, il était venu au Milan car Leonardo. C'est ce qui avait fait la différence parce que le PSG avait déjà voulu le joueur. Donc, il peut partir. Moi, ça ne me dérange pas. Le problème qu'il y a, espérer quoi? La saison, on est déjà trop loin des places, à 17 points de la Ligue des Champions. Je crois à 11 ou 10 de l'Europa League. Bon, j'y crois pas une seule seconde de toute façon. Et il va falloir se relever de la déroute qu'on a pris donc dimanche et elle va pas disparaître parce qu'on sera passé en 2020 et qu'on va dire cette année pour les bonnes résolutions on va se battre sur le terrain et on va essayer d'aligner 2 passes et de faire des contrôles. Donc moi la saison elle est complètement ratée. Ce qui est terrible c'est que Milan quand ils ont pris Pioli ils avaient mis une clause qu'en gros s'il n'y avait pas d'Europe Pioli peut partir sans indemnité. Le problème c'est que tu peux pas le liquider déjà maintenant en cours de saison parce que là ça va te coûter du pognon. Le problème qu'il y a, c'est que si tu veux espérer pouvoir reconstruire pour dire allez, on va gagner du temps sur la saison prochaine, il faudrait en gros que l'entraîneur de la saison prochaine, il arrive maintenant. Et qu'en gros, on lui laisse 6 mois pour pouvoir bosser tranquille et qu'entre guillemets, le but c'est que tu descendes pas. Mais bon, il y a quand même une petite marge. Tu as peut-être un petit coussin, donc tu es un peu tranquille. Malheureusement, on va devoir quand même finir la saison avec Pioli. Et je pense que Pioli va dégager en juin. Donc voilà, donc pareil, encore du bricolage.
Maintenant, je pense que de toute façon, le Milan a des gros problèmes de finances, même si bon, le problème et on pourra rien faire tant que les finances du club elles seront pas saines. Je pense que réellement, s'il y a une offre pour Donnarumma, faut qu'il parte. Faut commencer à préparer enfin le nouveau Milan. En fait, plus tôt on le prépare et moins de temps ce sera à attendre. De toute façon, on n'a plus rien à attendre de cette saison. Donnarumma, Suso, Calabria, c'est des gars qui ont coûté rien du tout au club. Suso, il a coûté 700 000 euros seulement quand il est venu de Liverpool. Calabria et Donnarumma ont été formés au club. Donc demain, s'ils sont vendus, quelle que soit la somme, ce sera des plus-values assez importantes qui vont rentrer dans le bilan et qui vont faire du bien donc, à l'exercice financier du Milan. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de parler de ça pour espérer quelque chose de bien du Milan. Donc, Suso, on peut s'en débarrasser. Je pense qu'il ne manquera pas sur le terrain. Calabria, il ne manquera pas non plus sur le terrain. De toute façon, il est déjà plus titulaire. Donnarumma, comme j'ai expliqué, je pense qu'on peut laisser Reina pour les 6 derniers mois faire le boulot, pour faire ce qu'il y a à faire. Çalhanoğlu à la Roma. Hein. Çalhanoğlu, j'attends de voir, mais pareil, voilà. Kessié, si on arrive à récupérer, donc en gros 30 millions, bah, on aura récupéré la somme qui a été à l'époque investie. Donc voilà, et on mettra Krunic poste pour poste. Rebic, on s'en débarrasse et après bon bah voilà, t'as Castillero, après tu pourras pas vendre tout le monde, bah tant pis, on fait même s'ils aiment pas, on fait la saison avec Castillero devant et Çalhanoğlu peut-être et derrière ou Bonaventura devant et il y a Léao aussi. De toute façon, on a un match par semaine à jouer. Je pense qu'on peut. Si la Lazio arrive à jouer l'Europa League, la Super Coupe d'Italie et le championnat avec un effectif réellement de 13 joueurs, alors que nous on en a 20, 21, mais on n'arrive même pas à faire une équipe type avec ce qu'on a. Je pense que voilà. Et essayer de recruter vraiment des joueurs à très bas coût, des valeurs sûres de Serie A, même tu vois, comme tu as dit, des polis, ça veut dire des mecs qui sont tout sauf brillants, mais qui vont te faire un travail de devoir et de faire le minimum syndical que le club doit faire. Bien sûr. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Et au cas, voilà, s'il y a un jeune ou deux, eh ben, les lancer peut-être un peu plus tôt, même s'ils n'ont pas le niveau, parce qu'ils seront peut-être trop frêles, tout ça, mais les lancer un peu dans le grand bain. De toute façon, la saison, elle est ratée. Moi, ce que j'ai vraiment peur, c'est qu'on prenne une deuxième déroute comme on a pris à Bergame. Je pense qu'elle peut tomber dans le courant de la saison. Parce que ça dépend à quel moment tu prends l'Inter en pleine bourse, ça peut faire très mal. Une Juve qui peut être aussi pareil, qui va à un moment ou un autre quand elle va partir, on peut reprendre une deuxième déroute. Voilà, je vois que ça. J'aimerais réellement un changement d'entraîneur, mais je sais que c'est impossible. Maintenant, on parle peut-être d'une possible démission de Maldini durant l'hiver. J'ai du mal à croire. Démission, ça veut dire s'asseoir sur des indemnités. Il n'y a pas 10 000 Gattuso non plus dans le monde du football, qui acceptent de s'asseoir sur ces indemnités par amour du club. Maldini devrait donner sa démission avec Boban, mais pareil, pour partir avec quoi encore, tu sais pas qui est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Il faut pas croire que Ibrahimovic, Todibo et Xhaka, qui sont les 3 noms les plus chauds, donc un milieu, un défenseur central et un attaquant, ça va changer tout ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup de... Quand tu as commencé l'émission, j'étais très abattu parce qu'en fait, je sais, franchement, ça navigue, mais réellement à vue, quoi. C'est au jour le jour. Et je pense que même eux, là, ils savent même pas où est-ce qu'ils vont, quoi, dans la dirigeance. Donc, j'attends rien. Et je crois pas une seule seconde, quand même, que le Milan puisse descendre, car les équipes, de toute façon, contre qui on a gagné, sont vraiment derrière. Et à noter qu'au passage, on a perdu contre les 5 premières équipes du championnat. Ouais. La 6e, ce sera Cagliari qu'on va affronter donc, à la dernière journée mi-janvier. Donc si on perd, on sera en fait à notre niveau, on aura perdu contre les 6 premiers du championnat. Donc voilà. Même quand ça change que c'est Cagliari, des Atalanta, on perd quand même, voilà, même quand c'est pas le Napoli. À noter juste quand même que parmi les recrues potentielles, il n'y a toujours pas d'Italiens. Je tiens à le rappeler, on ne recrute plus d'Italiens depuis des années, il n'y en a toujours pas. L'Inter a recruté Sensi et Barella, je suis pas sûr qu'ils le regrettent. Et je voudrais juste rappeler également que non loin de Milan, il y a une ville qui s'appelle Brescia et que du côté de Brescia, il y a un jeune joueur titulaire peut-être pas, mais en tout cas qui est régulièrement convoqué par Mancini en sélection et qui fera certainement l'Euro et qui fait des appels du pied, mais très appuyés au Milan en interview depuis des années, qui s'appelle Sandro Tonali, et il serait peut-être temps de s'intéresser à lui parce que sinon on va le voir partir dans un plus gros, comme on a vu avec Sensi, que le Milan pistait il y a quelques années, il y a quelques mois même, et Barella. Je voulais juste rappeler ça parce que ça m'énerve à chaque fois qu'on aille se prendre à prix d'or, encore une fois, comme je le disais en début d'émission, des joueurs qui ne valent rien ailleurs. Alors que chez nous, il y a des joueurs qui s'intéressent à nous, qui rêveraient de jouer au Milan, qui sont réellement bons, en Serie A, pas ailleurs, et auxquels on ne s'intéresse pas. Je ne comprendrai jamais ça. Roland. Oui, en tout cas, moi je ne souhaite pas à Tonali de venir au Milan. Ah pour lui non, mais il aimerait. Moi je il est lui souhaite sympa. pas.
Ah oui, oui, non mais Il a de la compassion. bizarrement cette saison peut-être est-ce lié au fait que Brescia joue en Serie A, mais il a été plus discret sur son envie de Milan par rapport à la saison passée. Mais voilà, ceci explique peut-être cela. Enfin bref, en tout cas, je ne lui souhaite pas je ne lui souhaite pas de venir au Milan à l'heure actuelle. De toute façon, on n'aura pas les moyens. Enfin, on n'aura pas les moyens. Est-ce qu'on voudra mettre les moyens pour se l'offrir? Ça, c'est une autre question. Que dire sur tout ça? Bah écoutez, moi, globalement, par rapport au mercato, non pas que je suis contre le retour d'Ibrahimovic, mais je pense que ce joueur se fout de notre gueule en fait. Je vais dire les choses comme je les pense, vraiment. Ça fait depuis début décembre qu'il n'a pas de contrat. Si vous voulez signer au Milan, il l'aurait déjà fait. Je doute de son niveau sportif, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette chance formidable de tomber même un quart d'heure sur un match de MLS. Bah écoutez, c'est le genre de choses qu'on voit en national en France. Donc oui, alors certes, On s'inflige déjà le Milan, Roland. Alors les matchs de oui, non mais MLS, je sais pas, au hasard parfois. Si, j'avais vu parce que j'avais suivi Djorkaeff aux États-Unis à une époque quand il y jouait. Ah oui, ça fait un moment quand même. Mais bref, tout ça pour dire que la MLS, ça vole pas haut. Alors je veux bien qu'il cartonne en MLS, mais il y a un moment donné, ça fait 3 ans qu'il est là-bas. Moi, je doute clairement de son niveau. Après, s'il vient et qu'il réussit, bah, je serai le premier à être satisfait, évidemment. Mais il viendrait pour un salaire pharaonique, pour 6 mois, pour 18 mois, j'en sais rien. Et à l'heure actuelle, apparemment, les deux options qu'il a devant lui, Ibrahimovic, c'est le Milan ou la retraite. Voilà, ça en dit long je pense, sur la politique sportive du club. Ensuite, Todibo, Chaka, bah écoutez, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Et de toute façon, s'ils doivent venir, bah, qu'ils viennent. Ça fera 7 plus, ou ça, 7 plus dont il faudra se débarrasser l'été prochain. Ensuite, au rayon des départs, bah, c'est comme tout. Si Rodriguez, Calabria, ainsi de suite partent, qui est-ce qu'on a en solution de secours le jour où Hernandez est suspendu, par exemple, le jour où Conti est à nouveau aux fraises à chaque match, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut encore recruter cet été. Est-ce qu'on a les moyens cet hiver, pardon? Est-ce qu'on a les moyens de recruter cet hiver? Qu'est-ce qu'on va recruter? Enfin, voilà. On parlait de marasme tout à l'heure. Bah, je crois que ce mercato en sera encore un. J'ai envie de rejoindre l'opinion de Nico. Voilà, tentons. La saison est finie de toute façon. Tout ce que j'aimerais, c'est qu'un jour on prenne du temps pour reconstruire en fait. Le principal du problème du Milan, c'est que entre les tifosi, bien sûr, les sponsors, l'histoire du club fait que on peut pas programmer. L'Atalanta, elle est pas en 8e de finale de Ligue des Champions suite à un an de travail. Ça fait des années que ce club travaille dans la durée avec un entraîneur, avec une direction sportive, avec des filières de recrutement des filières de recrutement de jeunes. Et moi, je veux bien que le Milan prenne le temps, mais on sait tous pertinemment qu'on ne donnera jamais du temps au Milan. Moi, Maldini et Boban, pour l'instant, je suis assez déçu de leur façon de faire, surtout c'était quand même l'air de rien 2 grands donneurs de leçons à l'époque où il n'était pas au club sur la gestion de Berlusconi. C'est vrai que leurs interviews étaient toujours intéressantes, ça, j'ai aucun problème là-dessus, mais le fait est qu'ils ne l'appliquent pas actuellement au Milan. Mais bref, j'ai quand même envie de leur donner du temps. C'est ça, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut les laisser en place. Alors ça marche pas maintenant, ça marchera pas peut-être dans 6 mois, ça marchera peut-être pas dans un an, mais j'ai envie de leur donner du temps. Comme lorsqu'on avait fait l'émission spéciale sur le départ de Gianpaolo, j'étais pas complètement pour le départ de Gianpaolo. Je veux dire, si on a envie de construire quelque chose, bah essayons de garder un entraîneur plus qu'1 an, quoi. Plus que 3 mois même, en l'occurrence pour Gianpaolo. C'est pareil avec les joueurs. Bah, on va laisser les mecs en place. Un Benacer typiquement qui est jeune, Krunic à côté qui est relativement jeune aussi. Bah, laissons-les en place. Laissons-les titulaires de match en match. Roland, ils sont pas visés par nos foudres en réalité. Mais oui, les joueurs mais bien comme sûr. Kessié, Çalhanoğlu, etc. Ils sont là eux depuis plusieurs années. Ah oui, mais oui, eux, bien ils ont eu sûr, le temps. Oui, je sais bien. Mais sur ces joueurs-là que l'on recrute, parce que Benacer, on l'a recruté pour 14 millions d'euros, Krunic, c'est 8 millions d'euros, et finalement, c'est peut-être les joueurs les plus intéressants qu'on a recrutés.
bien sûr. Alors, moi, j'aimerais qu'on prenne le temps et qu'on dise, voilà, on a beau être le Milan, on part avec un socle et on fait comme ça. On essaie évidemment de ne pas descendre, c'est pas le but de descendre en série B, mais voyons sur la durée, voyons sur plus que le mois prochain. Hmm. Laissons une direction en place, laissons un entraîneur en place. Euh, J'aimerais bien quand même qu'on trouve un entraîneur qui a un peu plus d'allure, mais laissons un mec travailler pendant quelques temps avec un effectif que l'on construit de manière intelligente, avec du roublard habitué à la Serie A, du jeune prometteur, des mecs issus du centre de formation. Et c'est comme ça qu'on va essayer de pouvoir se relancer et l'air de rien, arrêter de claquer 35 millions à gauche sur machin, à droite, 35, 40 sur l'autre à côté. Voilà, moi c'est tout ce que j'aimerais et je sais que c'est un vœu pieux et bon bah on sera toujours là quoi. Enfin, on sera toujours là. Je sais pas si on sera toujours là, mais en tout cas, voilà, on change pas de club comme de chemise. Non, non, bien sûr, bah, on est toujours supporter. La preuve, on fait encore des émissions, on s'inflige toujours les matchs, donc ça, c'est pas en doute si tu veux. Je suis d'accord, j'ai passé mon temps à acquiescer en t'écoutant parler. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas justement conservé peut-être Gattuso, du coup. Hein, Oui, parce que mais lui, au moins, aimait le bien club, sûr. et c'est vrai que ton discours sur Gianpaolo, qu'il lui fallu garder, bah, peut-être que remontant quelques mois auparavant, et peut-être qu'il lui fallait garder Gattuso, il lui fallait garder Cutrone, hein, ça, on n'enlèvera pas de l'esprit, et d'autres qui ont le club dans la peau, parce qu'il n'y a pas qu'une question de football, il y a aussi une question, et là, je rejoins ce qui était dit précédemment, d'hommes et de valeurs et Oui, d'état d'esprit et d'attachement au club. Ça fait partie des choses qui se perdent dans le football actuel, je sais, mais on en a eu quelques-uns quand même au Milan qui aimaient le club, hein, et malheureusement on évidemment. s'en débarrasse le plus vite possible. Donc c'est toujours un peu regrettable de se débarrasser de ce genre de joueurs pour aller recruter quelques mercenaires. Et je pense pas qu'à Zlatan, hein, je pense à certains qui sont chez nous à l'heure actuelle, d'autres qu'on a pris cet été, d'autres qu'on a pris il y a plus longtemps, et qui en réalité se fichent du club comme de leur dernière chemise. Donc c'est navrant, mais oui, je suis d'accord avec ton discours. S'inscrire sur le long terme, c'est ce que je réclame depuis des années, donc je vais évidemment pas critiquer ça. Bien, bah écoute, Aristip va nous donner ses ambitions, hein, et puis peut-être ses idées de transfert s'il en a. Eh bien, pour le mercato, du coup, Nico, après avoir parlé des pistes chaudes avec Granit Xhaka, Ibrahimovic, etc., et des possibles arrivées pour ce mercato d'hiver, et puis Roland qui insistait plus sur le centre de formation et le fait de laisser du temps à l'équipe pour reconstruire tranquillement. Du coup, je vais pas répéter cela, mais du coup, je peux peut-être proposer autre chose, notamment des pistes qui pourraient aider l'équipe dans cette reconstruction, etc., pour le Milan et pour le mercato d'hiver. Vu qu'on a des grosses difficultés en termes d'ailier, il y a des joueurs franchement qui peuvent être très intéressants pour le Milan. Je pense notamment à Politano qui joue Ah quasiment oui, plus à l'Inter, ah oui, qu'est-ce qu'il est qui est un bon lui. joueur très bon. On en avait déjà parlé MJ effectivement. Ah Je bah crois que contre nous c'était l'année dernière déjà. l'année dernière, ouais, Ah oui. contre nous l'année dernière, qui est un très bon joueur, qui a pas beaucoup de temps de jeu là à l'Inter, qui serait très intéressant pour le mercato. Et qui Il y a aussi intéresse le le Napoli, je petit crois, hein. comment? Qui intéresse le Napoli, je Ouais, crois. qui intéresse effectivement le Napoli. Il y a aussi le petit Orsolini de Bologne qui est Ah très oui. intéressant. Donc voilà, des Comme ils jeunes sont italiens, Italiens c'est qui embêtant, connaissent tu la comprends. Serie A. Ouais, bah juste, bah oui, mais bon, peut-être qu'on peut. Ah mais c'est gênant, Comme on a on plus a essayé l'habitude, hein. plein de choses, comme on a essayé plein de choses, des étrangers à 20-40 millions qui ne fonctionnent pas, peut-être que la dirigeante va un peu changer son fusil d'épaule et se concentrer, comme vous l'avez dit à juste titre, sur la formation, le recrutement d'Italiens, de gens qui se battent pour le maillot et des jeunes de Serie A, quoi, qui ont une signification de ce qu'est le Milan ou du moins de ce qu'a été le Milan. Donc c'est vrai que Politano, Orsolini pour les ailes. Je pense aussi à un attaquant de pointe qui peut un peu concurrencer, qui peut un peu faire bouger Piontek. Je pense à Pinamonti qui est pas mal. Alors il est prêté de mémoire, il est à l'Inter, mais il est prêté au Genoa, mais c'est un joueur assez intéressant. Il y a aussi un défenseur central en cas d'absence, enfin de départ de Romagnoli. Il y a le petit comment il s'appelle, Filippo Romagna, je crois Mhm. qui joue à Sassuolo, qui est aussi intéressant. Donc il y a plusieurs joueurs où on peut qu'on peut enrôler cet été ou même cet hiver pour Sans pouvoir forcément se reconstruire ruiner. sur une base sans forcément se ruiner, voilà, pas à coup de 20, 30, 40 millions, parce que ces joueurs-là, je pense pas qu'ils soit ils sont indésirables ou ils deviennent indésirables comme Politano, soit ils sont encore très jeunes comme Orsolini ou Pinamonti. Donc je pense que c'est des joueurs qui peuvent faire l'affaire chez nous, et puis recrutons jeunes, recrutons des joueurs qui connaissent la Serie A, et puis repartons sur cette base-là. Eh bah très bien, on passe au mot de la fin. Alors là, les trois, je dois dire que vous avez été parfaits parce que tout ce que vous avez dit est très convaincant, hein. Malgré l'ambiance actuelle quand même assez délétère, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez trouvé des idées assez constructives et je vais pas ajouter mon grain de sel parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit en gros. Donc Nico, tu peux nous donner ton mot de la fin. Un mot de la fin, c'était passer de bonnes fêtes à tout le monde. Tout a été dit. Bah c'est bien, on sort du foot. Bah allez, vas-y Roland alors.
Mot de la fin, bah, espérons que la souffrance ne sera pas trop longue sur cette demi-saison qui arrive et qu'on n'aura pas d'autres 5-0 à prendre dans les dents d'ici à la fin de la saison. Moi, tout ce que je souhaite, mais en fait, je me rends compte que c'est quelque chose que je dis à chaque émission ou presque. Tout ce que je souhaite, c'est qu'un jour, on reparle de football à Milan, au Milan en tout cas, et qu'on arrête de parler de fair play financier, d'UEFA, de sponsors, de joueurs qui sortent en boîte après les matchs. Et voilà, qu'on parle un peu de foot. Et donc, c'est pour ça que, à défaut de voir du foot au Milan, j'ai hâte de voir l'Euro cet été. Voilà, encore une fois. Putain, il me pique tous mes mots de la fin, c'est pas possible ça. Pardon. Mais non, t'as raison, on attend tous l'Euro évidemment, surtout que l'Italie a fait le grand chelem, même si on se fait pas trop d'illusions. On a fait une émission spéciale d'ailleurs qui a été écoutée par plus de monde que ce que j'imaginais, parce que sur la nationale, et quand on parle français, forcément ça séduit pas beaucoup de public en général, et là on a dépassé les 400, c'est pas mal. Harry Skip, à toi. Et pour un mot de la fin, je dirais qu'il faut qu'on arrête aujourd'hui, après ces années de transition, de vivre dans le passé, de plus considérer le Milan comme le Milan d'avant et puis de prendre conscience vraiment aujourd'hui de la qualité de ce qu'est devenu ce Milan et repartons du coup de cette modestie pour construire pour tout reconstruire avec un avenir jeune, beaucoup de jeunes du centre de formation. On risque de me répéter, de répéter ce qu'on dit déjà mes camarades, mais un avenir avec des jeunes issus du centre de formation, des jeunes qui connaissent le Milan, qui savent ce que signifie le Milan. Donc pour les trois quarts de Serie A et arrêtons de vivre dans le passé et vivons. Faut qu'on se rende compte aujourd'hui qu'on a une prise de conscience de ce qu'on est devenu aujourd'hui. Repartons modestement et tranquillement jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir reconstruire un avenir meilleur. Très juste, et je compléterai en disant qu'on nous reproche souvent d'être trop dur avec le Milan, et je répondrai que c'est surtout le Milan qui est trop dur avec nous, hein, et qu'on est juste le C'est reflet, vrai. le miroir de ce qu'on voit tous les week-ends. Bon, donc ce sera difficile, je pense, de nous reprocher nos discours d'aujourd'hui, parce que finalement ça correspond uniquement à la réalité, c'est la réalité qui est cruelle. Je vais quand même donner mon mot de la fin qui est comme souvent en année, en cas de compétition internationale au mois de juin, eh bien vivement l'Euro. J'attends ça avec impatience. Vivement cette compétition internationale qui s'annonce, qui va encore déchaîner les foules et les passions. J'espère que l'Italie fera un beau parcours. Je souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année à tout le monde, en commençant par un joyeux Noël ce soir, pour ceux qui ouvrent leurs cadeaux le 24 au soir, ou demain pour les autres. Et donc on se retrouvera en début d'année pour suivre ces merveilleux événements qui s'annoncent, hein, savoir les nouveaux matchs du Milan. Amusez-vous bien, soyez gâtés, à très vite. Salut! Ciao. Bonne soirée. Ciao.